Elle est montée à bord de sa propre compagnie aérienne en jeans et baskets usés, et ils l'ont fait descendre avant même que l'avion ne décolle. Non pas parce que son billet était incorrect, mais à cause de son apparence. Ce que personne à bord de ce vol ne savait. Ce que personne dans cette compagnie ne savait, c'est que la femme qu'il venait d'escorter hors de l'avion détenait 62% de tout ce sur quoi il se trouvait. Et elle n'était pas en colère, elle prenait des notes. Avant de revenir à notre sujet, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui. Et si vous appréciez ces histoires, n'oubliez pas de vous abonner. La matinée semblait tout à fait ordinaire, le genre de matinée grise à Chicago qui sent le kérosène, le café brûlé et l'anxiété silencieuse des gens qui essaient de se rendre quelque part. Le terminal D de l'aéroport O'Hare était bruyant, comme le sont toujours les aéroports. Un bruit stratifié qui ne se résout jamais en quelque chose de distinct. Des annonces qui se fondent dans la musique, qui se fondent dans les conversations, qui se fondent dans le bruit sourd des valises à roulettes sur les sols polis. Et Mara Bennett se déplaçait sans effort au milieu de tout cela. Elle portait un jean, bleu foncé uni, un pull gris ample, qui avait été lavé tant de fois que le col était légèrement effiloché sur les bords, et une paire de baskets blanches propres, mais pas neuves. Le sac à dos en cuir qu'elle portait sur l'épaule était petit, le genre de sac qui semblait avoir beaucoup voyagé et qui n'avait pas été remplacé parce qu'il fonctionnait encore très bien. Pas de canard, pas de monogramme, pas de déclaration. Elle ressemblait à une femme qui prenait un vol. C'était tout. Elle s'était enregistrée la veille au soir, elle avait sa carte d'embarquement sur son téléphone. Elle passa la sécurité sans encombre, s'arrêta brièvement à un stand de café près de la porte d'embarquement, commanda un café noir sans fioriture et trouva une place dans la rangée intérieure près de la fenêtre, d'où elle pouvait voir l'avion se préparer sur le tarmac en contrebas. Elle observait sans avoir l'air de regarder, comme le font les gens qui ont l'habitude d'observer les choses sans le dire. Prenez le vol 75 de Disney Aurelius Air, Chicago à Londres Heathrow, départ à 8h45. Lorsque l'embarquement fut annoncé pour la première classe, et Mara se leva, passa son sac à dos sur une épaule et rejoignit la petite file d'attente devant la porte d'embarquement. Il y avait 7 autres personnes devant elle. 3 couples qui affichaient leur richesse comme certains affichent leur parfum sans complexe. Un homme en costume anthracite, avec la posture raide et satisfaite de quelqu'un qui n'a jamais été obligé d'attendre quoi que ce soit. L'agent d'embarquement scannait son téléphone et le lecteur émettait un bip vert. Première classe C2A. L'agent levait à peine les yeux. Amara traversait la passerelle et montait dans l'avion. La cabine était large. La première classe était composée de grands sièges individuels de couleur crème et gris pinceau, chacun doté d'une cloison pour plus d'intimité et d'un petit ensemble de linge plié. Il y régnait une odeur de cuir neuf et un léger parfum floral. L'éclairage tamisé donnait une teinte dorée à l'ensemble, malgré le gris à l'extérieur. Amara trouva son siège au 2e rang côté hublot et rangea son sac à dos dans le compartiment supérieur. Elle s'installa, étendit ses jambes et prit la carte de sécurité plastifiée dans la pochette du siège, comme elle le faisait toujours par habitude. Ce n'était pas de l'anxiété, juste une habitude. C'est alors qu'elle le sentit. Le regard ne se retourna pas pour le chercher. Elle avait vécu assez longtemps pour reconnaître une certaine qualité d'attention. Celle qui n'est pas de la curiosité, mais plutôt de l'évaluation. La chef de cabine s'appelait Victoria Hale. Amara la prendrait plus tard, même si elle avait déjà remarqué son badge lors de l'embarquement. Victoria était grande et soignée, avec cette précision et cet effort propres à quelqu'un qui considère son apparence comme faisant partie de ses performances professionnelles. Ses cheveux bruns étaient soigneusement attachés. Sa veste d'uniforme n'avait pas le moindre pli. Elle souriait à chaque passager qui entrait dans la cabine de première classe, et son sourire était chaleureux, professionnel et sincère, jusqu'à ce qu'il se pose sur Amara. Il changea alors légèrement, non pas pour devenir hostile, mais pour devenir évaluateur. Victoria se pencha vers l'hôtesse à côté d'elle, une femme plus jeune, aux manières plus douces, qui allait plus tard déposer une plainte à propos de ce moment précis, et lui dit quelque chose à voix basse. Amara n'entendit pas les mots, mais elle vit la jeune femme pencher la tête, jeter un petit regard incertain dans sa direction, et elle comprit le sens général de la phrase, même sans l'avoir entendue. Elle devait se trouver dans la mauvaise section. 2 personnes se levèrent et traversèrent l'allée. Un homme s'installa dans son siège avec l'aisance de quelqu'un pour qui la première classe était tout simplement son quotidien.
Carter Wells, large d'épaule, vêtu d'un blazer bleu marine, avec des boutons de manchette en argent qui reflétaient la lumière lorsqu'il bougeait. Il avait le rire d'un homme qui n'avait jamais douté que la salle voulait l'entendre. Il jeta un coup d'œil à Amara, comme on jette un coup d'œil à quelque chose qui ne nous semble pas immédiatement compréhensible. Un bref éclair de confusion, suivi de la décision de ne pas modifier sa perception, mais plutôt d'écarter cette incohérence. Des passagers à petit budget qui se promènent à l'avant, dit-il, ni fort ni bas. C'était le volume spécifique d'une remarque destinée à être entendue par les personnes autour de lui, mais à maintenir une distance plausible avec la personne visée. Il gloussa. L'homme à côté de lui adressa un sourire poli et gêné. Une femme se leva également, regarda Amara, puis détourna rapidement les yeux. Amara retourna une carte de sécurité entre ses mains. Elle ne leva pas les yeux. Victoria s'approcha quelques minutes plus tard, après que les autres passagers de première classe eurent embarqué et que la cabine eut retrouvé son calme d'avant le décollage. Elle s'approcha de la rangée d'Amara, une tablette à la main et un sourire calculé pour paraître juste en dessous de la condescendance. « Je suis désolé de vous déranger, » dit Victoria, même si son ton ne semblait pas vraiment désolé. « Pourriez-vous me montrer votre carte d'embarquement une fois de plus? » « Elle a été scannée à la porte d'embarquement, » répondit simplement Amara. « Je comprends. Nous effectuons simplement une vérification supplémentaire pour la cabine de première classe. » Le mot « vérification » avait une connotation particulière qui indiquait clairement que personne d'autre dans la cabine n'était invité à vérifier quoi que ce soit. Et Mara déverrouilla son téléphone et brandit sa carte. Première classe C2A Aurelius Air. Le code barre, le numéro de confirmation, l'attribution des sièges, tout était correct et sans ambiguïté. Victoria l'examina avec l'expression de quelqu'un qui cherche un problème dont il est convaincu de l'existence. « Le système a peut-être signalé une anomalie, dit-elle. Il est possible qu'il y ait eu une erreur de billetterie de notre part. »« Ce n'est pas le cas, » répondit Amara. « Je ne suggère pas que c'est de votre faute, » dit Victoria, sa voix prenant un ton presque doux, ce qui était en quelque sorte pire. « Ce genre de choses arrive, cela ne prendra qu'un instant. Si vous voulez bien descendre un instant, afin que nous puissions vérifier auprès du guichet. J'ai un billet confirmé en première classe, dit Amara. Sa voix était calme, ni élevée, ni tendue. Siège 2A, j'ai embarqué avec un scan vert. Je comprends, a répété Victoria. Et la répétition de cette phrase avait un effet qu'elle ne pouvait en réalité pas assumer. Mais j'aimerais éviter tout retard pour les autres passagers une fois que nous aurons décollé. Elle a fait un geste vague en direction de la passerelle d'embarquement. Cela ne devrait prendre que quelques minutes. Les passagers à proximité s'étaient figés. Tous ne regardaient pas ouvertement, mais l'attention dans la cabine avait changé, comme dans une pièce où se produit quelque chose de gênant que personne ne veut nommer. Carter Wells pencha légèrement la tête dans leur direction, avec l'intérêt tranquille de quelqu'un qui observe un léger désagrément arriver à quelqu'un d'autre. Le capitaine s'appelait Daniel Brooks. Il travaillait pour Aurelius depuis 11 ans. Il se tenait près de la porte du cockpit lorsque l'hôtesse de l'air à côté de Victoria se pencha vers lui et lui parla à voix basse. Il s'agissait d'un litige concernant un billet d'un passager qui devait être revérifié. Il ne revint pas pour voir. Il posa 2 questions. Cela va-t-il retarder l'embarquement? Et refuse-t-elle de partir? Victoria répondit oui à la première question et décrivit la situation d'une manière qui laissait entendre la réponse à la seconde. Daniel a hoché la tête et a dit « Réglons cela au sol. Nous sommes déjà en retard sur le créneau de restauration. » Les agents de sécurité sont arrivés rapidement. 2 agents qui étaient polis de cette manière professionnelle et expérimentée, qui rendaient leur politesse pire que s'ils avaient simplement été directs. Ils ont demandé à Amara de rassembler ses affaires et de les suivre. Elle les a regardés un instant. Puis elle tendit le bras, ouvrit le compartiment à bagages et en sortit son sac à dos. La cabine était silencieuse. Pas le silence confortable d'un avion qui se prépare au décollage, mais le silence collectif gênant de personnes qui assistent à quelque chose qu'elles savent ne pas être normal et choisissent de laisser faire. Carter Wells la regarda se diriger vers la passerelle d'embarquement et dit « juste assez fort ». La première classe était la norme. Personne ne lui dit d'arrêter. Sur la passerelle d'embarquement, l'air sentait le métal et le froid matinal. Les agences de sécurité marchaient juste derrière elle. Amara avançait sans se presser. Et à ce rythme tranquille,
Elle remarqua des détails qui n'avaient rien à voir avec son expulsion, mais tout à voir avec la partie de son cerveau qui ne s'éteignait jamais complètement. Le camion de restauration était garé dans un angle incorrect. Il faudrait le repositionner avant qu'il puisse atteindre la porte de service. Seuls 3 membres du personnel au sol étaient visibles, alors qu'il aurait dû y en avoir 5 pour un départ international en gros porteur. La porte d'embarquement avait été laissée ouverte au-delà de la position standard, ce qui suggérait que l'agent de piste ne suivait pas le protocole en vigueur. Ce sont de petits détails, mais elle les remarqua comme d'autres clignent des yeux. Victoria les avait suivis jusqu'à la passerelle d'embarquement. Pas jusqu'au bout, juste assez loin pour se tenir à l'entrée de l'avion, les bras croisés sur la taille et le menton levé, comme quelqu'un qui vient de gérer avec succès une situation. « Je veux que vous sachiez, dit Victoria, d'une voix particulièrement claire, comme quelqu'un qui choisit ses mots pour un public, même s'il n'y avait plus de public, que cette cabine est une expérience particulière. La première classe est réservée aux personnes qui respirent un air différent. » Amara s'arrêta de marcher. Elle se retourna et regarda Victoria avec le calme imperturbable de quelqu'un qui n'a besoin de se précipiter vers quoi que ce soit, ni de fuir quoi que ce soit. Les agences de sécurité s'arrêtèrent à côté d'elle. La passerelle vibrait faiblement, traversée par un courant d'air froid. « Tu as raison, dit Omar. » Sa voix était si faible que Victoria dut rester immobile pour l'entendre clairement. L'air change à haute altitude. Elle soutint le regard de Victoria pendant une seconde entière. Puis elle se retourna et s'éloigna. Elle ne s'est pas emportée, elle n'a pas pleuré, elle n'a pas élevé la voix, ni pris son téléphone pour filmer quoi que ce soit, ni dit quoi que ce soit d'autre. Elle s'éloigna simplement sans se presser, ses baskets usées faisant peu de bruit sur le sol en pente de la passerelle, jusqu'à ce que la lumière froide du matin l'engloutisse et que la porte de l'avion se referme derrière elle. Le Horizon Club se trouvait à l'autre bout du terminal C, loin des portes d'embarquement Aurelius, caché derrière une série de portes en verre dépoli que la plupart des voyageurs passaient sans remarquer. C'était un salon privé sans logo de compagnie aérienne, avec des fauteuils profonds et sans écran de télévision. Le café était servi dans de vraies tasses en céramique. Le Wi-Fi était rapide et gratuit. Amara trouva une table dans un coin et posa son sac à dos sur le siège à côté d'elle. Elle commanda de l'eau, puis elle sortit son téléphone et fit défiler brièvement ses contacts jusqu'à un nom simplement inscrit sous le nom de M. Hale Marcus et non Victoria. Une coïncidence de nom de famille qui ne signifiait rien et qui ne prendrait tout son sens qu'avec le recul. Marcus Hale décrocha à la 2e sonnerie. « Tu es censé être au-dessus de l'Atlantique à l'heure qu'il est, dit-il. »« Changement de programme, répondit Amara. J'ai besoin que tu lances la phase 3. Une pause, brève mais lourde de sens. » Marcus était le conseiller juridique d'Amara depuis 9 ans. Il était minutieux, prudent et très difficile à déstabiliser. Cette pause lui indiquait qu'il comprenait que la phase 3, le mécanisme officiel de responsabilisation qu'ils avaient intégré à la structure d'audit et qu'ils n'avaient encore jamais utilisé, n'était pas déclenché pour une broutille. Lorsqu'il lui demanda « Je dirais hier », elle répondit « Mais lundi matin, ça ira ». Elle pouvait l'entendre expirer lentement, comme un homme qui ajuste son emploi du temps interne en temps réel. Que s'est-il passé? Rien que je n'ai prévu dans le système pour finir par le détecter. Elle fit une pause regardant une famille passer devant la baie vitrée du salon. 2 petits-enfants couraient devant leurs parents, traînant leurs bagages à main comme des luges. Il est temps de voir ce que nous avons construit. Marcus a dit qu'il passerait les appels. Elle a dit qu'elle enverrait la documentation. Elle a mis fin à l'appel. Pendant un moment, elle est restée assise, les mains autour de la tasse en céramique, regardant sans rien regarder en particulier, sans fulminer, sans trembler, pensant de la manière particulière dont elle avait toujours pensé. Pas exactement en mots, mais en structure, en termes de forme, d'architecture de ce qui devait se passer ensuite et dans quel ordre. Il y a 12 ans, Amara Bennett était entrée dans une pièce où elle n'était pas censée se trouver. C'était lors d'un sommet sur l'investissement dans l'aviation d'affaires à New York. Le genre d'événement où les invitations étaient techniquement ouvertes, mais où la culture était fermement fermée. Elle avait 33 ans, elle avait déjà réussi d'une manière qui ne se voyait pas à première vue. Elle disposait déjà d'un capital que la salle n'avait pas enregistré parce qu'elle le cherchait sous la mauvaise forme. Elle avait présenté son projet de manière claire et directe.
avec des chiffres qui répondaient à toutes les questions qu'on lui posait. Et les questions qu'on lui posait n'étaient pas les mêmes que celles qu'on posait aux hommes autour d'elle. Elle n'était pas sortie en colère. Elle était sortie avec une seule idée claire en tête. Elle allait construire ce qu'ils refusaient de lui laisser construire. Pas malgré eux. La rancune coûte cher et brûle du carburant sans faire avancer les choses. Elle l'a construit parce qu'elle voyait à quoi ressemblait une compagnie aérienne structurée autour de la dignité plutôt que du spectacle. Quand la mesure de l'excellence était le sentiment de chaque passager lorsqu'il s'asseyait et non ce qu'il portait lorsqu'il le faisait. Aurelius Air avait été lancé il y a 11 ans sous la direction publique de Richard Callaway, dont le nom, le visage et la longue expérience dans le secteur avaient donné à l'entreprise une crédibilité à laquelle le marché avait répondu. Richard était doué pour les relations publiques, conférences de presse, dîners d'investisseurs, le théâtre particulier des premières impressions d'entreprise. Amara n'avait aucun intérêt pour ce théâtre. Elle avait structuré sa propriété à travers une chaîne de sociétés holding parfaitement légale, entièrement documentée et presque invisible pour quiconque ne les examinait pas de très près. 62%. C'était ce qu'elle détenait, une majorité dans tous les sens du terme. Elle avait prévu que cet arrangement soit temporaire, une période pendant laquelle elle pourrait observer ce qu'elle avait construit sans que sa présence ne le déforme. Un test culturel pour voir si les valeurs qu'elle avait inscrites dans les documents fondateurs resteraient intactes en son absence. Pendant 7 ans, elle était restée, pour l'essentiel. Mais au cours des 4 ou 5 dernières années, quelque chose avait changé. Richard avait toujours été axé sur le profit. Ce n'était pas cela le problème. Le problème était une dérive progressive, une lente réorientation de ce que signifiait l'excellence au sein de l'entreprise. Le langage avait changé. Les programmes de formation avaient changé. Le marketing avait changé de manière suffisamment subtile pour passer inaperçu, mais suffisamment cumulative pour remodeler l'environnement dans lequel ils évoluaient. Une image de marque haut de gamme, une expérience client améliorée, un langage qui évoquait la qualité et agissait comme une exclusion. Elle l'avait remarqué. Elle avait entamé le processus d'audit 8 mois auparavant. Aujourd'hui, le calendrier avait simplement été repoussé dans l'avion. Celui qui traversait maintenant l'Atlantique sans elle. Victoria Hill se tenait dans la cuisine avant et racontait une histoire à 2 hôtesses juniors sur le ton de quelqu'un qui avait réussi à relever un défi mineur mais significatif à leur autorité. Elle décrivait l'interaction en termes de protection de la marque. Le passager était confus. La situation avait été gérée. La cabine était restée cohérente. La jeune hôtesse, qui s'appelait Elena, écoutait, les mains jointes devant elle et le regard neutre. Elle ne disait rien. Elle aurait quelque chose à dire plus tard par les voies appropriées, mais pour l'instant, elle écoutait et gardait son expression impassible. Quelque part au-dessus de Chicago, encore visible depuis l'altitude, Carter Wells tapait sur son téléphone. Il rédigeait le tweet avec l'assurance d'un homme qui n'avait jamais eu besoin de se demander comment ses mots seraient perçus. Quelque chose à propos du respect des normes, quelque chose à propos de l'importance de maintenir un certain niveau d'expérience. Il l'a publié sans le relire, a mis son téléphone dans la poche de sa veste et a commandé un scotch. Il n'ouvrirait plus Twitter avant 6 heures. Quand il le fit, le monde s'était réorganisé autour d'une vidéo dont il ignorait l'existence. Le passager qui l'avait enregistré était assis au 4e rang. Il n'avait pas filmé toute l'interaction, seulement les 2 dernières minutes, depuis l'arrivée des agents de sécurité jusqu'au moment où Amarus descendit de l'avion. L'angle était partiel et le son irrégulier. Mais ce qui ressortait clairement, ce que l'algorithme avait trouvé, partagé et amplifié de manière exponentielle, comme seuls certains moments peuvent le déclencher, c'était l'image d'une femme escortée hors d'un avion avec le calme extraordinaire de quelqu'un qui sait quelque chose que les autres ignorent. Et la voix de Victoria à peine audible au seuil de la passerelle d'embarquement. La première classe s'est réservée aux personnes qui respirent un air différent. Puis une réponse calme que personne n'a vraiment pu distinguer, et enfin la porte qui se refermait. La vidéo a été publiée à 9h17. À midi, elle avait été visionnée 400 000 fois. À 18h, elle avait dépassé les 3 millions. Et la section des commentaires était devenue particulièrement urgente. L'expression « un air différent » avait été extraite, diffusée, mise en musique, commentée et disséquée, comme l'Internet dissèque tout ce qui cristallise un sentiment que les gens avaient déjà, mais n'avaient pas encore nommé.
Le cadre n'était pas exactement de la colère, ou plutôt, c'était de la colère. Mais l'image au centre n'était pas de la rage, c'était le sang-froid. Une femme expulsée d'un siège qu'elle avait payé et mérité, et la façon dont elle s'était éloignée, la façon dont elle ne s'était pas effondrée, n'avait pas discuté et n'avait pas fait preuve de détresse devant la caméra. Le commentaire qui revenait le plus souvent dans les partages était une variante de « Elle savait déjà quelque chose ». Richard Calloway était à un dîner à Londres lorsque son directeur de la communication l'a appelé pour lui annoncer la nouvelle. Il a posé sa fourchette et a écouté avec l'expression d'un homme qui entend parler d'un petit problème qu'il est sûr de pouvoir gérer. Il lui a demandé de demander à son équipe chargée des réseaux sociaux de rédiger une déclaration générale exprimant ses regrets pour toute expérience qui ne répondait pas aux normes d'Aurelius Air. Il a demandé de la garder jusqu'au lendemain matin au cas où l'affaire se calmerait pendant la nuit. Il a terminé son dîner. Il ne dormirait pas bien cette nuit-là, mais il ne le savait pas encore. Amara, du Horizon Club du Terminal C, n'a pas regardé la vidéo. Elle était là. Elle savait à quoi cela ressemblait. Elle ouvrit son ordinateur portable et se rendit sur le portail interne sécurisé que son équipe juridique avait mis en place au début de la phase d'audit. Elle saisit ses identifiants et consulta les registres d'accès du vol 75. Elle les lut systématiquement, les enregistrements d'enregistrement, la séquence d'embarquement, l'horodatage de la demande de vérification secondaire, le registre des communications entre la porte d'embarquement et l'avion. Elle nota le langage exact utilisé dans la communication de l'équipage, signalant son siège. Elle nota le code d'approbation du commandant de bord. Elle nota que personne n'avait demandé la même vérification secondaire à aucun autre passager de première classe ce matin-là. Un fait que le journal avait enregistré sans commentaire et sans conscience de sa propre importance. Elle compila ce dont elle avait besoin dans un dossier, le crypta et l'envoya à Marcus. Puis elle a ouvert une deuxième fenêtre et a rédigé un bref message à son assistante. Céleste, 3 phrases, sans objet. Organiser une réunion d'urgence du conseil d'administration pour vendredi. Autorité de l'actionnaire majoritaire. Ne leur dites que ce que le protocole exige. Elle a fermé son ordinateur portable. Elle a bu le reste de son café. Il était froid à présent, mais elle l'a bu quand même. Derrière les vitres dépolies du salon, l'aéroport continuait à fonctionner normalement. Des gens se dirigeaient vers quelque chose. D'autres s'en éloignaient. Des bagages roulaient, des enfants couraient, des annonces passaient en boucle dans le système de sonorisation parasité. Une femme en pull gris était assise dans un coin avec une tasse en céramique et un sac à dos en cuir, l'air d'avoir tout le temps du monde, ce qui était le cas, car quand on possède la chose, le temps vous appartient. Vendredi était dans 4 jours. C'était 4 jours à regarder. 4 jours à laisser la vidéo faire ce que font les vidéos virales, à laisser Richard faire ce que font les hommes sur la défensive, à laisser Victoria croire ce que croient les gens isolés quand personne ne leur a encore tendu un miroir. 4 jours pour que chaque journal, chaque email, chaque document de formation, chaque rapport budgétaire, chaque instruction discrètement codée, transmise à travers les différents niveaux hiérarchiques s'organise en un dossier. Elle n'était pas en colère. La colère était une réaction pour les gens qui n'avaient pas de plan. Elle avait un plan. Elle avait toujours eu un plan. Et dans 4 jours, dans la salle de conférence exécutive du 14e étage du siège social d'Aurelius Air à Chicago, la salle qu'elle avait aidé à financer et à concevoir et dans laquelle elle ne s'était jamais assise à la tête, elle allait s'asseoir à la tête. Non pas parce qu'elle méritait un spectacle, car la culture ne se réparait pas toute seule. Parce que le fossé entre les valeurs inscrites lors de la création d'une entreprise et le comportement qui y régnait 12 ans plus tard ne se comblait pas par des communiqués de presse, des campagnes sur la diversité ou des excuses soigneusement formulées avant l'heure de pointe du matin. Il se comblait lorsque quelqu'un ayant le pouvoir réel de le combler décidait que le moment était venu. Elle prit son téléphone une fois de plus et consulta le tableau des départs. Le prochain vol Aurelius Air Flight pour Londres ne partait qu'à 18 heures. Elle le prendrait. Elle avait des réunions importantes à Londres et ne voyait aucune raison de laisser cette matinée lui coûter son voyage. Elle réserva un siège en première classe, côté hublot, et posa son téléphone à l'envers sur la table. Puis elle ouvrit son carnet, un petit carnet à la couverture marron usée, et se mit à écrire. Pas des griefs, pas des plans de vengeance, mais une liste de questions structurelles
auxquelles elle devait trouver des réponses avant vendredi, écrites d'une main ferme et claire, prenant son temps pour chaque lettre. Le travail avait commencé. En vérité, il avait commencé bien avant aujourd'hui. Aujourd'hui, il lui avait simplement donné l'urgence dont il avait besoin. La notification officielle est arrivée dans la boîte mail de l'hôtel londonien de Richard Calloway à 6h14 mardi matin, alors qu'il en était encore à son deuxième café et qu'il lui restait encore un peu de la confiance avec laquelle il avait commencé la semaine. Il s'agissait d'un document d'une page, rédigé dans un langage précis, émis en vertu de la clause d'urgence prévue dans la charte fondatrice d'Aurelius. Une clause si rarement invoquée que la plupart des employés de l'entreprise avaient oublié son existence. Réunion d'urgence du conseil d'administration, vendredi, 9h, siège social de Chicago, convoqué en vertu de l'autorité de l'actionnaire majoritaire. Richard l'a lu 2 fois, puis il posa sa tasse de café et la relut une 3e fois. Car certaines phrases sont d'abord traitées par le cerveau comme des mots avant d'être traitées comme du sens. Et c'était le cas de cette phrase. En 11 ans dedans, cette clause n'avait jamais été utilisée. L'actionnaire majoritaire, quel qu'il soit, celui qui se cachait derrière la structure de holding à plusieurs niveaux que Richard avait toujours trouvé pratique de ne pas examiner de trop près, était resté totalement silencieux pendant plus d'une décennie. Aucune ingérence, aucun détective, aucune présence, ce qui convenait parfaitement à Richard. Car le silence des propriétaires est le meilleur environnement possible pour un PDG qui a progressivement décidé que ses propres instincts étaient les seuls qui comptaient. Il appela son adjoint et lui posa 2 questions auxquelles celui-ci ne put répondre. Qui détenait la majorité des parts et qu'est-ce qui avait déclenché l'invocation? Son adjoint appela le service juridique. Le service juridique répondit qu'il avait besoin de temps. Richard répondit qu'il n'avait pas le temps. Le service juridique répondit respectueusement qu'il s'agissait d'une question relevant des actionnaires et que les choses suivraient leur cours. Richard ferma son ordinateur portable et fixa le mur de la chambre d'hôtel. Il n'avait pas encore fait le lien entre l'avis du conseil d'administration et la femme dans l'avion. La vidéo virale était un inconvénient en termes de relations publiques. L'avis du conseil d'administration était une question relevant des actionnaires. Dans l'architecture des préoccupations de Richard, ces 2 choses vivaient dans des pièces complètement séparées. Il finirait par comprendre, bien trop tard, qu'elles se trouvaient dans la même pièce depuis le début. De retour à Chicago, la semaine avançait sans attendre que Richard la rattrape. Dans les bureaux de la direction intermédiaire d'Aurelius Air, au 9e étage, un groupe de superviseurs s'était rassemblé autour d'une copie imprimée de la note de service interne envoyée par le supérieur direct de Victoria. Elle louait la gestion du vol 75 comme une démonstration d'une forte adhésion à la marque et d'un bon instinct opérationnel. La note était rédigée avec soin. Rien dans son contenu ne pouvait être mal interprété lors d'un examen formel, mais sa forme était indéniablement élogieuse, et les superviseurs l'ont comprise ainsi. Ils l'ont transmise et approuvée sans poser la moindre question. Victoria l'avait vue sur son téléphone mardi matin et avait ressenti quelque chose qu'elle aurait plus tard du mal à identifier comme du soulagement plutôt que de la fierté. Du soulagement que l'institution ait confirmé qu'elle n'avait rien fait de mal. Pas de la fierté d'avoir bien fait quelque chose. La distinction était minime, mais elle lui pesait sur la poitrine d'une manière qu'elle ne pouvait pas vraiment expliquer. Un poids sourd et persistant qui l'avait réveillée à 3 heures du matin mardi, puis à nouveau mercredi, et qui refusait de s'expliquer. Ailleurs dans la ville, au 3e étage du bâtiment des opérations, dans une salle des ressources humaines qui sentait en permanence l'encre d'imprimante et l'air recyclé, une hôtesse de l'air junior était assise en face d'un coordinateur des ressources humaines, à l'air fatigué, et essayait de trouver les mots justes pour quelque chose qui n'avait pas de mots faciles. Elena Reeves n'était pas quelqu'un qui causait des problèmes. 4 ans chez Aurelius Air. Aucune plainte officielle, aucun signalement dans son dossier, mais elle se tenait près de la cloison de la cuisine pendant l'embarquement du vol Soitoncoise. Elle avait observé chaque instant de l'interaction. Elle avait vu la carte d'embarquement, valide, scannée à la porte d'embarquement, correcte dans les moindres détails, et elle n'avait rien dit. Et le poids de ce silence l'avait suivie hors de l'avion, chez elle, et au milieu de chaque nuit depuis lundi. « Je veux juste que cela soit consigné », dit Elena en appuyant son stylo sur le formulaire de plainte anonyme, que la carte d'embarquement était valide. Je l'ai vue être scannée à la porte d'embarquement.
Il n'y avait aucune erreur de billetterie. Patricia, la coordinatrice des ressources humaines, la regarda par-dessus ses lunettes de lecture. « Vous déposez cette plainte de manière anonyme pour l'instant. »« Pour l'instant, » avait répondu Elena. Patricia avait noté quelque chose sans faire de commentaire. Elle travaillait dans les ressources humaines depuis suffisamment longtemps pour reconnaître la différence entre quelqu'un qui déposait une plainte pour faire du spectacle et quelqu'un qui déposait une plainte afin de pouvoir dire, lorsque les choses finiraient par éclater au grand jour, qu'il avait déjà signalé le problème avant que celui-ci ne soit révélé. Elena était clairement du second type. Patricia a marqué le formulaire pour un examen accéléré, a noté son lien avec le vol 64, où 2 autres éléments avaient déjà été signalés cette semaine-là, et s'est dirigée tranquillement vers son prochain rendez-vous avec l'efficacité pratique de quelqu'un qui sait que la bonne action consiste parfois simplement à s'assurer que le document existe. Mercredi, Internet avait trouvé Carter Wells. Cela s'est passé comme ces enquêtes se passent toujours, progressivement, puis d'un seul coup. Une personne a zoomé sur une image de la vidéo virale et a associé un visage à un profil Twitter. Une autre a relié le profil à un compte LinkedIn. Un nom est apparu et s'est répandu. Carter Wells, associé principal, Wells Capital Advisors. Puis, l'Internet a procédé à une fouille plus approfondie sur les personnes qu'il juge dignes d'attention. Archives de conférences, un profil publié dans un magazine économique il y a 3 ans, dans lequel Carter décrivait sa philosophie d'investissement comme consistant à soutenir les entreprises qui comprenaient leur public. Une tribune libre affirmant que les marques haut de gamme trahissaient leur identité en cherchant à plaire au plus grand nombre. Et enfin, le plus dommageable de tous, un document de présentation transmis par quelqu'un qui était présent dans la salle lors de sa présentation et qui l'avait apparemment conservé pour le moment opportun. La page de couverture indiquait « Protégez votre identité haut de gamme, une proposition de partenariat stratégique pour la direction d'Aurelius Air, Wells Capital Advisors, daté d'il y a 14 mois, adressé au bureau de Richard Callaway. » L'histoire a pris une autre tournure. Ce qui avait commencé comme la vidéo virale d'une femme injustement escortée hors d'un avion est devenu, au cours de la journée de mercredi, quelque chose de plus long et de plus délibéré. Une culture qui avait été consciemment façonnée, encouragée financièrement et protégée de toute remise en question par des personnes dont les intérêts dépendaient du maintien du statu quo. Carter s'est réveillé mercredi matin avec 17 appels manqués et un attaché de presse dont les objets des emails étaient passés de préavis à « Veuillez m'appeler immédiatement » en 12 messages. Son tweet initial sur les normes avait accumulé des milliers de réponses, dont presque aucune n'était favorable. Il a appelé son avocat avant d'appeler qui que ce soit d'autre, ce qui était, pour la première fois depuis lundi, la bonne décision. Amara était de retour à Chicago mercredi soir. Elle était assise dans la salle de conférence d'un bâtiment sans aucune marque Aurelius Air à l'extérieur, une feuille de calcul imprimée sur la table devant elle et une assistante de recherche nommée Dane en face d'elle, qui avait passé 3 jours entiers à extraire 50 d'incidents survenus en cabine premium de la base de données opérationnelles. La feuille de calcul couvrait 31 incidents. Chacun d'entre eux avait été consigné dans un langage institutionnel procédural. Les divergences dans la billetterie, les problèmes de configuration de la cabine, le langage utilisé pour documenter les escalades du service client sans rien révéler, enregistré sans expliquer. Les chiffres étaient moins précis que le langage. 26 des 31 expulsions concernaient des passagers dont les documents d'identité indiquaient qu'ils étaient noirs ou bruns. Sur les 5 restants, 3 ont été signalés dans les notes d'incident comme étant vêtus de manière décontractée ou non premium. Aucun des 31 n'avait d'erreur de billetterie vérifiée comme cause documentée. Chacun d'entre eux avait une carte d'embarquement valide confirmée à la porte d'embarquement avant que l'expulsion ne soit engagée. Amara est restée longtemps assise avec le document sans parler. Du matériel de formation, a-t-elle fini par dire. Depuis combien de temps les avons-nous? Diane a ouvert son dossier. 7 ans. Il y a un changement de vocabulaire évident qui a commencé il y a environ 4 ans et demi. Les documents antérieurs utilisent des termes tels que « accueillant »,« attentif »,« centré sur le client ». Les révisions ultérieures introduisent des termes tels que « expérience haut de gamme »,« environnement de cabine soignée » et « normes de service alignées sur le haut de gamme ». Qui est l'auteur de cette révision? Le changement initial a été initié dans le bureau de Richard.
L'auteur officiel est répertorié comme étant la division des normes de marque. Une brève pause. Cette division a été créée il y a 3 ans et demi sous l'administration de Richard. Oui. Amara a mis le tableur de côté et a tiré vers elle un nouveau bloc-notes. Elle a écrit sans s'arrêter, ligne après ligne. La structure de ce qui devait être présenté vendredi s'assemblait sous sa main avec la certitude tranquille de quelqu'un qui travaille depuis longtemps à la réalisation d'un projet et qui n'attendait plus que les dernières pièces du puzzle. Daniel Brooks n'avait pas bien dormi depuis lundi. C'était un homme qui avait construit sa vie professionnelle autour de la précision de son propre jugement. 20 ans dans l'aviation commerciale, 11 000 heures de vol, une réputation respectée par les autres pilotes. Il était minutieux et imperturbable et avait toujours été le genre de commandant de bord qui vérifiait plutôt que de supposer. Et pourtant, lundi matin, il avait autorisé l'expulsion d'un passager sans quitter son siège et sans poser une seule question directement. Il avait pris en compte le récit de la situation fait par les agents de bord et l'avait appliqué sans examen, car l'examen aurait pris 4 minutes et il était déjà en retard sur le créneau de restauration. Il avait su que c'était une erreur avant même que l'avion ne quitte la piste. Il y a 8 ans, Daniel s'était activement exprimé au sein d'Aurelius Air sur l'équité dans le recrutement du personnel navigant et la culture du service. Il y croyait sincèrement, l'avait dit dans des forums internes et avait accordé une brève interview à une publication spécialisée dans l'aviation, à laquelle il repensait maintenant avec une clarté particulière et inconfortable. Puis la compagnie avait réorganisé ses priorités et l'initiative s'était discrètement dissoute. Daniel avait décidé que la décision avait été prise au-dessus de son niveau et que son travail consistait à piloter des avions et non à mener des combats dont l'issue avait déjà été déterminée ailleurs. Depuis, il se répétait chaque année une version de cette histoire. Mercredi après-midi, il avait reçu une notification officielle lui demandant de rendre compte de sa décision concernant le vol 75 devant le comité d'examen. Il resta longtemps assis à sa table de cuisine, le document entre les mains. Il repensa à l'initiative, à la revue spécialisée, à la fenêtre du service de restauration et à la facilité avec laquelle il avait laissé celle-ci se substituer à quelque chose de plus important. Puis il a pris le téléphone et a appelé le coordinateur du comité d'examen, non pas pour préparer sa défense, mais pour demander si l'enquêteur principal était disponible pour s'entretenir avant vendredi. Il avait des choses à dire qui ne cadraient pas parfaitement avec la structure d'un témoignage officiel, et il voulait les dire tant qu'elles étaient encore sincères, plutôt qu'après qu'elles aient été façonnées par le temps et l'autoprotection en quelque chose qui lui servirait mieux qu'elles ne serviraient le dossier. Richard est rentré à Chicago jeudi matin et s'est rendu directement à son bureau de communication. La stratégie qu'il avait élaborée pendant le vol était claire et tournée vers l'avenir. Prendre de l'avance sur vendredi en publiant une déclaration proactive. Présenter la session du Conseil comme un exercice de gouvernance qu'il avait personnellement approuvé. Il annonça une nouvelle initiative d'examen interne, publia la déclaration jeudi soir, de sorte que les gros titres de vendredi le présentèrent comme quelqu'un de déterminé, plutôt que comme quelqu'un acculé. Il avait défini la structure avant même d'atterrir. En milieu d'après-midi, son équipe juridique lui fit discrètement savoir que toute déclaration publiée sous l'entête d'Aurelius Air Corporate devait être autorisée par l'actionnaire majoritaire, une disposition statutaire qui avait toujours existé et qui n'avait jamais été appliquée jusqu'à cette semaine. Richard a regardé son avocat général. « Cette disposition n'a jamais été appliquée, a-t-il dit. »« Non, a répondu son conseiller, cela n'a jamais été nécessaire. Qui bloque l'autorisation ?» Le silence qui a suivi en disait plus long que n'importe quelle réponse directe. Nous espérons avoir des éclaircissements après vendredi. Richard a congédié son équipe de communication, s'est assis à son bureau et a regardé Chicago à travers la baie vitrée de son bureau. Il a pensé aux 62% d'une compagnie aérienne qui évoluait silencieusement à travers des entités superposées depuis 12 ans sans jamais rien lui demander. Il a pensé aux 8 mois d'audit que son équipe avait menés à bien efficacement et sans conséquences apparentes. Il a pensé aux documents fondateurs qu'il avait signés et qu'il n'avait pas rouvert depuis. Il a pensé à la femme dans l'avion, à son sang-froid, sur les images de vidéosurveillance, à la démarche particulièrement assurée avec laquelle elle avait quitté l'avion, non pas celle d'une personne vaincue et résignée, mais celle d'une personne qui avait trouvé la confirmation de quelque chose qu'elle savait déjà et à laquelle elle s'était préparée. Une compréhension froide et précise s'installe lentement,
comme le font les prises de conscience froides, non pas comme un choc soudain, mais comme une température qui ne cesse de baisser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun doute sur ce que vous ressentiez à l'intérieur. Il resta longtemps debout devant sa fenêtre et essaya de trouver une raison pour laquelle cette compréhension était erronée. Il n'en trouva pas. Le vendredi arriva, clair et dur sur Chicago. Le ciel était d'un bleu hivernal froid qui rendait tout plus net que d'habitude. Le genre de matinée où la lumière n'a aucune douceur, où les distances sont faciles à évaluer et où il n'y a nulle part où se cacher pour échapper à la netteté des choses. À 8h30, la salle de conférence exécutive du 14e étage du siège social d'Aurelius Air était entièrement préparée. Verre d'eau, bloc-notes, badge nominatif, longue table en acajou poli jusqu'à briller comme un miroir. L'équipe des services du bâtiment s'était occupée de tout depuis 7 heures. On leur avait simplement dit qu'une réunion plénière du conseil d'administration était prévue, qu'ils devaient être prêts tôt et que tout devait être parfaitement en place. Les membres du conseil d'administration arrivèrent par l'ascenseur privé, seuls ou à deux, entre 8h30 et 8h55. Les 7 membres étaient présents, une composition complète qui ne se réunissait généralement que pour l'Assemblée générale annuelle. Ils sont entrés avec l'énergie comprimée et prudente de personnes à qui l'on a dit qu'un événement important allait se produire sans leur en préciser la nature. Les conversations à la fontaine à eau ont été brèves. Les téléphones ont été vérifiés. Chacun a jeté au moins un coup d'œil vers la porte avant de s'asseoir. Richard était à sa place à 8h45. Son ordinateur portable était ouvert, sa présentation chargée. Il avait décidé, avec l'obstination particulière d'un homme qui a toujours su se convaincre de tout, qu'il pouvait encore contrôler la situation s'il agissait assez rapidement. Il commencerait par évoquer l'incident, le reconnaîtrait comme un échec procédural isolé et démontrerait que des mesures correctives étaient déjà en cours sous sa direction. Il s'était entraîné 2 fois ce matin-là. Il connaissait les diapositives. À 9h pile, il commença. Son introduction avait la fluidité de 11 années passées dans les salles de réunion. Confiant, bien rythmé, il avait l'assurance d'un homme qui avait si longtemps fait passer l'incertitude pour de la compétence que les deux étaient devenus, pour lui, indissociables. Il a directement mentionné le vol 75 et l'a rapidement passé en revue, le présentant comme un échec au niveau opérationnel qui avait déjà été signalé pour examen. Il est passé à sa 2e diapositive sans rompre le rythme. Il était au milieu d'une phrase sur la 3e. Il parlait de la complexité de maintenir des normes de service cohérentes au sein d'une main-d'œuvre largement dispersée lorsque la porte s'ouvrit. Il ne s'arrêta pas immédiatement. Il prononça encore 2 mots avant que l'attention de l'Assemblée ne se déplace et que sa propre voix ne ralentisse d'elle-même et s'arrête. Amara Bennett entra. Elle portait un tailleur bleu marine ajusté et impeccable, sans autre parure que de petites boucles d'oreilles en or. Ses cheveux étaient soigneusement tirés en arrière. Elle portait un fin dossier en cuir sous le bras et se dirigea directement vers la tête de la table. Elle s'assit à l'extrémité opposée à Richards, sans ralentir, sans aucune hésitation qui aurait pu suggérer qu'elle arrivait dans un endroit nouveau. Elle s'assit et posa le dossier sur la table devant elle. 2 membres du conseil d'administration se levèrent lorsqu'elle traversa la pièce. Ce n'était pas un réflexe social. Thomas Garrett et Sandra Okafor, qui avaient tous deux accès aux documents fondateurs et savaient depuis des années qui était la majorité silencieuse, se levèrent sans y penser. La façon dont on se lève lorsque la personne qui a réellement construit la pièce y entre. Richard était devenu complètement immobile. Sa présentation projetée brillait sur le mur derrière lui. Un graphique des revenus provenant du rapport sur la cabine premium, qui avait désormais l'allure d'un artefact d'une autre époque. Il avait perdu toutes ses couleurs, de la manière lente et indéniable de quelqu'un qui voit arriver une conclusion qu'il a passé 3 jours à essayer d'éviter. « Je m'excuse de vous interrompre », dit Amara. Le mot était techniquement une excuse, mais ne fonctionnait pas comme tel. Elle regarda l'ensemble du conseil d'administration assis de l'autre côté de la table avec le regard posé de quelqu'un qui n'a jamais eu besoin de la permission d'une salle pour l'occuper. Pour ceux qui n'ont pas été officiellement informés, je m'appelle Amara Bennett. Je suis l'actionnaire majoritaire et l'investisseur fondateur d'Aurelius Air, détenant 62% du capital total par l'intermédiaire de Bennett Holdings et de ses filiales. J'occupe ce poste depuis la création de la société. Le silence était total, pas le silence vide d'une pause, mais le silence dense et pesant d'une pièce dans laquelle chaque personne réévalue simultanément
sa compréhension de ce qui se passe et de ce que cela signifie par rapport à tout ce qui s'est passé auparavant. Monsieur Calloway, disait-elle en regardant Richard directement, avec le même regard calme et imperturbable qu'elle avait eu sur la passerelle d'embarquement glacial quelques jours auparavant. Ne vous arrêtez pas à cause de moi. Vous pouvez continuer. Il ne continua pas. Thomas Garrett posa soigneusement son verre d'eau. Madame Bennett, le conseil d'administration n'a pas été informé de votre présence aujourd'hui. Non, confirma-t-elle. Vous n'avez pas été prévenu. Elle ouvrit le dossier en cuir et en sortit un seul document imprimé. Son registre des actionnaires était clair et précis. Chaque entité de la chaîne de propriété était clairement nommée et datée. Elle le passa à sa gauche, il fit le tour de la table en silence. Richard le regarda arriver jusqu'à lui et ne le prit pas, comme si le toucher fermerait une porte qu'il espérait encore ouverte quelque part. Lorsque le dernier membre du conseil eut posé le document, Amara prit la petite télécommande à côté de son dossier. La présentation de Richard disparut de l'écran. À sa place apparut une vidéo de sécurité et non la vidéo tremblante prise par le passager de la rangée 4. Il s'agissait de la caméra fixe JetBridge avec une meilleure résolution. Le son était clair, capté dans un espace clos, sans bruit de foule ni compression. La vidéo dura 2 minutes et demie. On y voyait Amara descendre de l'avion, escortée par des agents de sécurité. La longueur de la passerelle d'embarquement. Victoria debout à l'entrée de l'avion, les bras croisés. L'échange final. La voix de Victoria résonnait dans les haut-parleurs de la salle de conférence avec une clarté que la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux n'avait pas permis d'apprécier. Pas d'amiguis, pas de place pour l'interprétation, juste une voix dans un couloir disant exactement ce qu'elle disait. La première classe est réservée aux personnes qui respirent un air différent. Puis vint la réponse de Mars, que jusqu'à présent, presque personne n'avait entendu clairement. Vous avez raison. L'air change à haute altitude. L'écran redevint gris. Personne ne bougea. Amara regarda Richard. Sa voix était calme et posée. Monsieur Calloway, cette déclaration faite par un employé senior d'Aurelius Air, sur le pont d'un avion d'Aurelius Air, et un passager détenteur d'un billet valide en première classe reflète-t-elle les valeurs fondatrices de cette compagnie? Richard regarda la table. Il regarda l'écran. Il regarda les visages autour de lui. dont aucun ne lui offrait la moindre aide. Il avait toujours su trouver les mots justes dans les situations difficiles, mais cette fois, les mots lui manquaient. « Non », répondit-il. C'était le mot le plus honnête qu'il ait prononcé depuis très longtemps. « Merci », dit Amara. Elle sortit le rapport d'audit de son dossier, 12 pages préparées par Diane et vérifiées par Marcus, et le fit passer simultanément dans les deux sens autour de la table. Il s'agit d'un résumé sur 5 ans des données relatives aux incidents internes survenus dans nos cabines premium. 31 expulsions documentées, dont 26 concernaient des passagers de couleur. Aucune n'impliquait d'erreur de billetterie vérifiée. Chacune d'entre elles a été initiée après confirmation d'une carte d'embarquement valide à la porte d'embarquement. Elle laissa la salle lire. Elle ne remplit pas le silence. Elle comprenait que certaines informations, correctement présentées, faisaient leur travail si on leur en laissait le temps. Sandra Okafor a parcouru les pages sans se presser. Page 3. Page 7, les tableaux de données à la page 9, puis elle a posé le document et a regardé Amara avec une expression qui n'était pas de la surprise. C'était de la reconnaissance, l'expression particulière de quelqu'un qui savait que quelque chose n'allait pas, qui l'avait dit, qui avait été redirigé et qui tenait maintenant entre ses mains la confirmation officielle de ce que son instinct lui disait depuis 6 ans. Thomas Garrett leva les yeux du document. Depuis combien de temps cet audit était-il en cours? 8 mois, répondit Amaros. Lundsey avait fait avancer le calendrier. La direction n'avait pas été informée. La notification au PDG n'était pas requise en vertu de la disposition de la charte relative à l'audit. Elle laissa cette information flotter dans l'air exactement le temps nécessaire. Cette disposition existait pour des raisons que ce document rendait désormais évidentes. Richard avait cessé de faire semblant de lire l'audit. Il regardait Amara avec une expression qui avait traversé plusieurs phases. L'incrédulité puis une rigidité défensive, quelque chose de plus sombre et de plus honnête, pour finalement aboutir à une expression difficile à définir précisément, si ce n'est qu'il s'agissait de l'expression d'un homme qui fuyait depuis longtemps et qui venait de comprendre que ce qu'il fuyait se trouvait depuis toujours dans la pièce vers laquelle il courait.
La division des normes de marque a poursuivi Amara en passant à la section suivante. Créée il y a 3 ans et demi sous la direction de la Direction générale, elle est responsable de la révision du langage utilisé dans les formations ou services qui apparaît dans les documents à partir de cette période. Le changement de vocabulaire utilisé dans la formation correspond précisément à l'augmentation des incidents de discrimination documentés dans ce rapport. Elle regarda l'ensemble du conseil d'administration. Il ne s'agit pas ici d'une hôtesse de l'air qui a pris une mauvaise décision sous la pression. Il s'agit d'une culture qui s'est construite à travers le langage, les structures d'incitation et la formation, afin de faire passer cette décision pour un signe d'excellence professionnelle plutôt que pour ce qu'elle était réellement. Richard posa ses mains à plat sur la table. Toutes les décisions que j'ai prises concernant le positionnement de la marque étaient justifiées sur le plan commercial et opérationnel. Je comprends votre position, a déclaré Amarus. L'audit judiciaire abordera les détails. Elle s'est retournée vers le conseil d'administration. À compter de maintenant, j'exerce mon autorité d'actionnaire majoritaire pour suspendre les pouvoirs exécutifs en attendant une enquête indépendante complète. Cette suspension s'applique au bureau du PDG, à la division des normes de la marque et à la direction des services aux passagers. L'enquête sera menée par un avocat indépendant qui aura pleinement accès aux communications, aux dossiers du personnel et aux données financières. Elle a dit cela sans émotion. Elle a dit cela de la manière dont on annonce une décision qui a été mûrement réfléchie et qui n'est plus sujette à discussion, avec fermeté, sans cruauté, sans aucune inflexion qui invite à la négociation. Sandra Okafor a regardé les membres du conseil d'administration de chaque côté d'elle, puis a regardé à nouveau Amara. Je soutiens la motion. Le vote a été mené de manière formelle, les noms ont été enregistrés dans l'ordre. 5 en faveur de la suspension des pouvoirs exécutifs et du lancement d'une enquête indépendante. 2 contre. Richard, lorsque son tour est venu, n'a rien dit. Le secrétaire général l'a enregistré comme une abstention et tout le monde dans la salle a compris ce que signifiait ce silence. 5 contre 2, la motion a été adoptée. Richard a abaissé son regard sans bouger tandis que la réunion se réorganisait autour des points suivants. Disponibilité du conseil, calendrier, portée de l'examen indépendant. La conversation l'a dépassé comme un courant dépasse quelque chose qui a cessé de faire partie du flux. Et il est resté immobile à l'intérieur. Amara a noté le nombre de votes et l'heure. Elle a tourné la dernière page de ses notes. Elle regarda l'ensemble du conseil, les 5 qui avaient voté avec elle, les 2 qui ne l'avaient pas fait, et Richard assis, les mains sur la table, avec le regard direct et impitoyable de quelqu'un qui croit que la clarté est une forme de respect en soi. Je veux être clair sur ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas. Elle a dit que nous ne faisons pas d'exemples individuels pour que l'institution puisse se sentir propre. Nous ne publions pas de déclarations et ne formons pas de groupes de travail pour remplacer les changements structurels. Ce que nous construisons et ce que je suis revenu construire, c'est une entreprise dont la culture interne correspond aux valeurs inscrites dans sa fondation. Si nous nous adressons aux personnes et laissons le système intact, nous nous retrouverons dans cette salle dans 3 ans avec un incident différent et le même bilan sous-jacent. Elle a fermé son dossier. Nous ne faisons pas cela. Un silence s'installa dans la pièce. Ce n'était pas le silence oppressant et résistant de tout à l'heure, mais un silence qui laissait suffisamment d'espace pour respirer. L'air n'avait pas changé en altitude, dit Amara. Sa voix était calme et posée, et elle portait tout le poids de ce qui l'avait amenée à occuper ce siège qu'elle avait financé et sur lequel elle ne s'était jamais assise jusqu'à aujourd'hui. C'était de la culture. Elle ne regardait personne en particulier. Elle regarda la pièce, dans son ensemble, la table, la fenêtre, les personnes et tout le reste. Puis elle tourna la page de ses notes et le vrai travail commença. Un travail qui prendrait des mois et ne s'achèverait pas en un seul vote ou une seule phrase. La nouvelle fut annoncée vendredi avant le déjeuner. Personne dans la salle du conseil ne l'avait divulguée. La réunion s'était terminée à 11h40 et le communiqué de presse officiel n'était prévu que pour lundi. Mais ces informations se propagent dans les bâtiments comme l'air froid se propage à travers les vieux murs, par des interstices que personne n'a pensé à colmater, par des chemins qu'aucun architecte n'a conçus. À 12h30, un journaliste financier du Tribune avait une source. À 13h, 3 mots se propageaient dans les circuits de l'industrie aéronautique comme une mèche allumée se dirigeant vers quelque chose d'important.
Actionnaire majoritaire actif. À 14 heures, l'action Aurelius Erto avait chuté de 4,5%. À 15 heures, elle avait regagné 2 de ses points, les analystes ayant publié des notes suggérant que l'action décisive d'un propriétaire jusqu'alors silencieux pouvait être le signe d'une amélioration structurelle plutôt que d'une instabilité. À 16 heures, elle avait de nouveau chuté, d'autres analystes n'étant pas d'accord, et le marché ayant passé le reste de la journée à débattre de ce que signifiait pour l'avenir d'une compagnie aérienne le fait qu'un actionnaire majoritaire silencieux depuis 12 ans se manifeste soudainement. Les journalistes financiers ont mis à jour leur page. Cable Business News a donné la parole à des analystes qui n'avaient jamais entendu parler d'Amara Bennett et qui expliquaient avec assurance qui elle était probablement. Richard Calloway regardait le téléscripteur depuis sa voiture dans le parking souterrain du siège social, où il était assis depuis que la sécurité lui avait discrètement demandé de quitter son bureau en attendant la procédure officielle de suspension. Son téléphone était dans sa main depuis 90 minutes. Il avait appelé 4 personnes. 2 n'avaient pas répondu. Une avait répondu et s'était exprimée avec prudence, comme une personne qui a déjà décidé de quel côté elle se range et qui se montre simplement polie à propos de la transition. La 4e, un membre du conseil d'administration qu'il considérait comme un allié fiable, lui avait dit clairement que les chiffres ne justifiaient pas une motion de censure contre 62% et que Richard devrait désormais s'adresser à son avocat personnel plutôt qu'à celui de l'entreprise. Il est resté assis dans sa voiture pendant longtemps après cet appel. Le téléphone éteint dans sa main, il regardait les lumières fluorescentes du parking bourdonner contre le plafond en béton. Il avait passé 11 ans dans le bâtiment au-dessus de lui, prenant des décisions qui avaient façonné la carrière et les moyens de subsistance de milliers de personnes. Et maintenant, il était assis dans son sous-sol, dans la situation particulière d'un homme dont l'autorité avait été suspendue, mais dont le corps ne savait pas encore où aller. Le bâtiment qui avait été son lieu de travail pendant plus d'une décennie se trouvait à 18 mètres au-dessus de sa tête, et depuis le parking, il lui semblait aussi inaccessible qu'un autre pays. Sans vraiment le vouloir, il fit défiler les résultats de tendance d'Aurelius Air sur son téléphone. Le titre qui apparaissait le plus souvent ne concernait pas le vote du conseil d'administration, le cours de l'action ou la suspension de l'autorité exécutive. Il concernait Amara, son nom, sa photo, une photo de conférence datant de 7 ans que quelqu'un avait dénichée, et une histoire émergente sur qui elle était et comment elle avait construit l'entreprise de l'intérieur sans jamais y être visible. Une partie de la couverture médiatique était ouvertement admirative, de la même manière que la surprise face au pouvoir d'une femme noire suscitait l'admiration dans certains cercles médiatiques, comme si l'existence même de ce pouvoir était remarquable. Richard éteignit l'écran de son téléphone et resta assis dans l'obscurité du parking. Il n'appela personne d'autre. Il rentra chez lui. Victoria Hale arriva à 14h15 pour prendre son service de l'après-midi, traînant son sac à travers l'entrée réservée aux employés. Elle passa son badge, trouva son casier et lissa sa veste d'uniforme dans le miroir de la salle de pause. Les rituels ordinaires d'un travail effectué tant de fois qu'ils étaient devenus automatiques. Le corps effectuant des mouvements familiers, tandis que l'esprit était ailleurs. Elle avait lu les nouvelles concernant la réunion du conseil d'administration ce matin-là et les avait enregistrées avec un malaise particulier, comme quelqu'un qui observe un système orageux lointain qui semble encore théorique sur une carte. La vidéo virale était un problème. La gouvernance d'entreprise en était un autre. Elle n'avait pas encore compris à quel point ils étaient liés. Elle se trouvait à 100 mètres de la porte D9, tirant son sac à travers la foule du hall, lorsque le superviseur s'approcha d'elle avec l'expression prudente et neutre de quelqu'un qui porte un message qu'il n'a pas rédigé et qu'il préférerait ne pas avoir à délivrer. Il lui demanda de le suivre. Il dit que c'était une procédure de routine. Sa voix et son visage exprimaient des sentiments légèrement différents, comme c'est souvent le cas lorsque rien dans une situation n'est routinier. Dans la salle des ressources humaines, au 3e étage, se trouvaient 2 personnes qu'elle n'avait jamais rencontrées. L'une s'est présentée comme un conseiller externe engagé par le bureau des actionnaires majoritaires et l'autre comme l'enquêteur principal chargé de l'examen interne. Patricia, la coordinatrice habituelle, n'était pas présente. L'enquêteur a clairement expliqué à Victoria, sans fioriture, que son comportement sur le vol 74 faisait l'objet d'un examen officiel mené directement sous l'autorité des actionnaires majoritaires.
Le processus comprendrait une série d'entretiens de responsabilisation avant qu'une décision finale ne soit prise. Victoria avait pleinement le droit d'être représentée par un avocat tout au long de la procédure. « Ai-je besoin d'un avocat ?» demanda Victoria. La question ressemblait moins à une demande juridique qu'à la première admission honnête que le sol sur lequel elle se tenait avait bougé sous ses pieds sans avertissement. « C'est votre droit le plus strict, » a répondu l'enquêteur. « Nous vous encourageons vivement à prendre cette disposition. » Après leur départ, Victoria est restée seule à la table de conférence. Elle a sorti son téléphone. Elle a ouvert la vidéo du vol 75, non pas la version virale, mais une version légèrement plus longue que quelqu'un avait partagée dans un groupe privé réservé au personnel, qu'elle avait délibérément évité d'ouvrir pendant 4 jours, et appuya sur « Play ». Elle se regarda debout à l'entrée de l'avion, les bras croisés et le menton relevé, comme quelqu'un qui vient de réussir quelque chose. Elle entendit sa propre voix prononcer les mots qu'ils avaient ressentis dans le contexte isolé de cette passerelle d'embarquement. Comme un jugement professionnel, comme exactement le genre d'action décisive que les 4 dernières années de briefing, de cycles de formation et d'évaluation de performances élogieuses l'avaient amené à accomplir ici, dans cette salle de conférence vide, sans bruit ambiant, sans sentiment de soutien institutionnel et sans endroit où poser ses mots, sauf directement devant elle. Il ressemblait à quelque chose qui avait été habillé d'un langage d'excellence jusqu'à ce qu'il ne soit plus nécessaire d'annoncer ce qu'il mesurait réellement. Elle écouta jusqu'à la fin. Elle posa le téléphone face vers le bas sur la table. Elle resta assise ainsi pendant un long moment avant d'appeler son avocat. Carter Wells a publié vendredi après-midi une déclaration par l'intermédiaire de son directeur de la communication. Elle utilisait les mots « regret » et « contexte » et présentait 3 fois une image erronée dans 5 paragraphes soigneusement construits. Elle ne mentionnait pas directement le document de présentation qui avait fuité. L'équipe juridique de Carter avait conseillé de ne pas le reconnaître avant d'avoir pleinement évalué l'exposition, et la déclaration qui en résultait avait la qualité d'un texte conçu pour couvrir un large éventail de sujets sans aborder le sujet spécifique qui préoccupait tout le monde. Internet a immédiatement remarqué cette lacune et a passé le vendredi soir et toute la journée du samedi à la combler avec le type d'attention systématique et documentée que Carter n'avait connu auparavant que lorsqu'elle était dirigée vers d'autres personnes à une distance confortable. Vendredi soir, 2 des principaux clients de Wells Capital avaient envoyé des lettres discrètes demandant des réunions pour discuter du positionnement actuel de la société. L'une provenait d'un fonds de pension dont les membres du conseil d'administration ont été largement tagués dans des fils de discussion sur les réseaux sociaux reliant directement Carter au document de présentation d'Aurelius Air. L'autre provenait d'un family office dont le directeur avait assisté à 2 conférences professionnelles avec Carter au cours des 18 derniers mois et qui était désormais très motivé pour établir une distance visible entre leurs noms dans toute couverture future. Les lettres étaient rédigées de manière professionnelle et ne contenaient aucune obligation. Elles étaient également chiffrées plutôt que bruyantes. Et Carter comprenait la différence d'une manière que la réaction publique, qui avait été à la fois bruyante et étendue, n'avait pas tout à fait réussi à lui faire comprendre. Il travaillait dans la finance depuis assez longtemps pour savoir que les atteintes à la réputation qui restaient dans les médias étaient gérables et souvent temporaires. Les atteintes à la réputation qui se traduisaient par une lettre d'un client demandant une réunion pour discuter de la relation étaient d'un tout autre ordre, car cette lettre était un signal financier plutôt que social, et les signaux financiers ne s'éteignaient pas d'eux-mêmes. Il rappela son avocat le soir même, et ils discutèrent longuement de choses dont Carter n'avait pas imaginé jusqu'à cette semaine qu'elles nécessiteraient une consultation juridique. La conversation porta sur les seuils de diffamation, la responsabilité civile de l'entreprise découlant du document de présentation et la distinction entre les critiques publiques et les déclarations pouvant donner lieu à des poursuites. Carter écouta attentivement et parla très peu. À la fin de l'appel, il a demandé si la fuite du document de présentation était en soi passible de poursuite. Son avocat lui a répondu que poursuivre dans cette voie attirerait davantage l'attention sur le contenu du document, et non l'inverse. Carter est resté silencieux pendant un long moment, ce qui était la réponse la plus sensée qu'il pouvait donner. Le samedi matin, Imara était de retour dans le bâtiment sans prévenir. Elle ne s'est pas rendue au 14e étage. Elle a pris l'ascenseur jusqu'au 5e étage,
où se trouvait l'équipe de coordination des opérations, et l'a traversée sans prévenir, sans qu'un assistant ne la présente, sans l'énergie particulière d'un cadre en inspection. Elle se déplaçait comme elle se déplaçait toujours. Elle essayait sincèrement de comprendre, observant sans annoncer son observation, notant des choses sans montrer qu'elle les répertoriait. Elle a pris un café dans la salle de pause du 5e étage avec 4 membres du personnel opérationnel qui ne l'ont pas reconnue au départ. Lorsqu'ils l'ont reconnue, ils se sont brièvement raidis. C'est l'instinct des personnes qui se rendent compte qu'elles sont en présence de quelqu'un qui a une autorité importante sur leur emploi et qui commencent rapidement à passer en revue tout ce qu'elles ont dit et à se demander si cela pose problème. Elle a laissé le silence s'installer un instant, puis a dit avec une simplicité totale, « Je ne suis pas ici pour évaluer qui que ce soit. Je suis venu pour écouter. Dites-moi comment se passe réellement le travail ici. » Il leur a fallu quelques minutes pour comprendre qu'elle était sincère. Puis, en très peu de temps, ils lui ont raconté beaucoup de choses qu'on ne leur avait jamais demandées. Elle a appris que le changement dans les briefings sur les primes avait été suffisamment progressif pour qu'aucun changement isolé ne semble significatif. Il s'agissait simplement d'un lent ajustement du langage qui, sous son apparence professionnelle, véhiculait un sens spécifique et compris de tous. Des expressions telles que clientèle haut de gamme, environnement de cabine soignée et profil de passagers cohérent avaient été intégrées au cycle de formation au cours des 4 dernières années et communiquaient une norme implicite que personne n'était jamais tenu d'énoncer à haute voix, mais que tout le monde avait assimilé et appliqué. La définition de ce qui pouvait ne pas convenir dans la cabine de première classe s'était discrètement élargie pour inclure les passagers dont l'apparence perturbait la cohérence visuelle de l'espace, indépendamment de tout problème de comportement ou de politique. Elle a également entendu parler de ce qui fonctionnait. Un processus mis en place par les agents d'embarquement qui avait permis de réduire de 18% les correspondances manquées sans personnel supplémentaire. Un responsable logistique qui avait repensé de fond en comble le système de coordination de la restauration pendant son temps libre et l'avait mis en place en un seul week-end sans demander d'autorisation, car il estimait que cela allait de soi et ne nécessitait pas l'accord d'un comité. Un chef d'équipe au sol dont le protocole d'assistance aux passagers avait été adopté par 3 autres transporteurs sans qu'il en soit crédité. Un travail de qualité effectué à tous les niveaux, invisible aux étages supérieurs, et non récompensé par les structures conçues pour l'évaluer, car celles-ci avaient été réglées sur des fréquences différentes. Elle a tout noté dans son carnet brun, sans faire de distinction entre ce qui était préoccupant et ce qui était encourageant, car les deux faisaient une partie intégrante de ce qu'elle devait comprendre. Elle est restée 3 heures au 5e étage et 3 autres au 3e étage cet après-midi-là, et elle n'a eu aucune réunion avec des cadres supérieurs pendant tout le week-end. L'audit judiciaire des communications commandé vendredi, commencé par l'équipe du Conseil indépendant pendant le week-end, a rendu ses résultats préliminaires lundi matin. L'auditeur principal a d'abord noté dans son rapport au Conseil d'Amomaras Council qu'il n'y avait aucune directive discriminatoire explicite dans les documents écrits, aucun email dans lequel quelqu'un avait écrit une instruction visant à exclure des passagers en raison de leur race ou de leur apparence. Les personnes suffisamment sophistiquées pour créer ce type de culture institutionnelle étaient, en règle générale, suffisamment sophistiquées pour comprendre que l'instruction explicite était le seul élément qui ne pouvait pas être consigné par écrit. Car l'instruction explicite était ce qui transformait des décisions individuelles défendables en un schéma indéfendable. Ce qui existait à la place, c'était un long historique de choses connexes, des emails provenant du bureau de Richard soulignant l'importance de protéger l'expérience haut de gamme et de veiller à ce que la cabine avant reflète le positionnement élevé de la marque. Des réponses des responsables des normes de la marque à la formation au service concernant l'amélioration du profil de prestation du service en première classe et le maintien d'une cohérence esthétique tout au long du parcours client. Des évaluations de performance attribuant des notes élevées pour une gestion exceptionnelle de l'environnement de la cabine, sans préciser en quoi consistait concrètement cette gestion. Des notes de félicitations confirmant que le comportement loué reflétait exactement la norme que l'institution cherchait à maintenir. Une chaîne d'emails se démarquait. Elle datait de 14 mois, avait été envoyée 2 jours après la réunion de présentation de Wells Capital par l'adjointe de Richard, au responsable de la division des normes de la marque,
avec pour objet « Suivi de mercredi ». Le corps du message faisait référence à une réflexion approfondie sur le profil des passagers dans la cabine, avant dans le cadre d'une stratégie plus large de valorisation de la marque. La réponse de la division des normes de marque indiquait que cela serait intégré dans le cycle de formation du 4e trimestre. Les supports de formation du 4e trimestre se trouvaient dans le dossier. Le changement de langage était visible dans les supports. Les numéros du registre des incidents figuraient dans la feuille de calcul de Dion. La structure de rémunération liée aux indicateurs de marque haut de gamme figurait dans la documentation relative aux primes des cadres de Richard. Aucun document ne mentionnait directement le sujet. Ensemble, ils ne disaient rien d'autre. L'auditeur a transmis ses conclusions préliminaires au Conseil d'Amara et a noté que les régulateurs fédéraux qui avaient officiellement contacté Aurelius Air vendredi arriveraient presque certainement aux mêmes conclusions par le biais de leur propre processus parallèle et que le calendrier devait être planifié en conséquence. Daniel Brooks a témoigné devant le comité d'examen du conseil d'administration lundi sans la présence d'un avocat. Son propre avocat lui avait fortement déconseillé de le faire. Daniel l'avait écouté et avait pris sa propre décision. Il a décrit avec précision et sans se protéger sa prise de décision sur le vol 74. Il a décrit le moment où il s'est présenté à la porte du cockpit, les questions sur la fenêtre de restauration, le fait qu'il n'avait pas vérifié lui-même la carte d'embarquement, qu'il n'avait posé aucune question directe et qu'il n'avait pas quitté son siège pour vérifier ce qui se passait réellement. Il a décrit 11 années pendant lesquelles il avait compris, à un certain niveau, que la culture qui l'entourait dérivait dans une direction à laquelle il ne croyait pas et l'accumulation de petits choix individuellement défendables qui, année après année, l'avaient conduit à garder le silence sur des choses qu'il savait. Il a décrit le groupe de travail d'il y a 8 ans. Il a décrit l'interview qu'il avait accordée à la publication spécialisée. Il a décrit sa retraite non pas comme une seule décision, mais comme une série de décisions, chacune choisie pour une raison qui lui semblait adéquate à ce moment et dont il comprenait maintenant qu'elle n'avait jamais été adéquate. Il a déclaré qu'il ne demandait aucun résultat particulier. Il a déclaré qu'il accepterait la décision du processus d'examen et qu'il mettrait en œuvre toutes les mesures correctives nécessaires. Il a expliqué qu'il était venu sans avocat, non pas parce qu'il pensait que cela améliorerait sa situation. Il était conscient que cela ne serait peut-être pas le cas, mais parce qu'il avait passé trop d'années dans des salles où il aurait pu être important de parler honnêtement, choisissant plutôt le silence, et qu'il n'était pas disposé à recommencer dans une salle où cela aurait été le plus important. Il y eut un long silence après qu'il eut terminé. L'enquêteuse consulta ses notes, puis le regarda directement avec l'attention particulière de quelqu'un qui a entendu de nombreux témoignages préparés et qui se trouve face à quelque chose qui ne l'est pas. Elle lui demanda s'il serait disposé à participer à des programmes de formation destinés aux autres membres d'équipage dans le cadre d'un processus de remédiation, si cette mesure était recommandée. Il répondit oui sans hésiter. Elle lui a demandé si cette volonté venait d'un désir d'améliorer sa situation professionnelle ou d'autre chose. Il y a réfléchi un instant, ce qu'elle a noté, et a répondu que cela venait de la même source que sa décision de venir sans avocat, qu'il en avait assez de rendre des comptes tout en négociant en privé pour obtenir une sanction plus légère, qu'il voulait réellement agir plutôt que de faire semblant d'agir. L'enquêteuse a pris des notes, elle l'a remercié, a consigné la séance dans le dossier et n'a pas indiqué quelle serait sa recommandation. Les entretiens de responsabilisation ont commencé mardi. Victoria est arrivée avec son avocat qui avait examiné la structure et confirmé qu'une coopération totale était dans son intérêt. Victoria était arrivée à la même conclusion par un autre chemin. Non pas par stratégie calculée, mais parce qu'elle avait regardé la vidéo d'elle-même sur cette passerelle d'embarquement plusieurs fois pendant le week-end et qu'elle en était arrivée à un point où monter une défense lui semblait être un projet pour lequel elle n'avait tout simplement plus les éléments nécessaires. L'enquêteuse principale, Carolyn Grant, n'a pas ouvert la première séance par l'incident de la passerelle d'embarquement. Elle a commencé par la formation, avec les briefings auxquels Victoria avait assisté au cours des 4 dernières années, avec le langage qu'elle avait absorbé, répété et transmis aux jeunes employés. Elle a demandé à Victoria de décrire avec ses propres mots ce que la protection de la marque signifiait concrètement au quotidien dans la cabine de première classe. Victoria a répondu lentement et au fur et à mesure qu'elle répondait, elle s'est entendue décrire quelque chose qui semblait, de l'intérieur,
être une norme professionnelle cohérente, spécifique, enseignable, quelque chose pour lequel on pouvait être formé et évalué selon des critères clairs. Et cela semblait, lorsqu'elle l'exprimait à un enquêteur avec un enregistreur posé sur la table entre eux, comme un ensemble de jugements esthétiques qui avaient revêtu le langage procédural depuis si longtemps qu'ils avaient oublié ce qu'ils étaient en dessous. Au moment de l'incident, Carolyn a demandé « Pensiez-vous que la passagère avait un billet invalide ?» La pause a duré plusieurs secondes. « Non », a répondu Victoria. « Je pense qu'elle n'avait pas l'air d'une personne qui aurait dû être assise à cette place. » Elle l'a dit calmement et cette phrase a résonné dans la pièce, avec le poids d'une vérité qui existait depuis un certain temps et qui était reconnue à haute voix pour la première fois par la personne qui l'avait rendue vraie. Cette conviction, exprimée par Carolyn sans intonation particulière, venait du regard que Victoria avait posé sur la table depuis l'environnement dans lequel je travaillais depuis 4 ans. Carolyn a noté quelque chose et est passée à la question suivante. L'avocat de Victoria, qui s'était préparé à contester plusieurs réponses précédentes, s'est calé dans son siège et n'a rien dit, car il n'y avait rien à contester dans une déclaration aussi honnête. Une fois la séance terminée et Victoria partie avec son avocat, Carolyn est restée seule dans la salle de conférence pendant quelques minutes pour revoir ses notes. Elle avait mené des dizaines d'entretiens de ce type au cours de sa carrière. Ce qu'elle venait de documenter n'était pas d'habituel. Ce n'était pas une admission partielle soigneusement calibrée visant à limiter la responsabilité. Ce n'était pas non plus l'insistance à présenter la responsabilité partagée de manière suffisamment large pour que la responsabilité individuelle semble injuste. Ce qu'elle avait documenté, c'était quelqu'un qui décrivait avec une précision raisonnable comment une culture lui avait appris à considérer comme un jugement professionnel quelque chose qui n'en était pas un, et ce sans le mécanisme de défense que la plupart des gens mettaient automatiquement en place en sa présence. Elle consigna ses observations dans le dossier et se prépara pour la session suivante. Elena Reeves fut convoquée à une autre réunion mardi après-midi. Il ne s'agissait pas d'un entretien officiel, mais d'une conversation privée dans une salle de conférence au 6e étage qui, selon ce qu'on lui avait dit, avait été demandée directement par le propriétaire. Elle est arrivée 5 minutes à l'avance, s'est assise les mains jointes et a respiré calmement. Elle avait déposé la plainte anonyme parce que c'était la bonne chose à faire et elle avait compris, en la déposant, que les bonnes choses avaient parfois des conséquences professionnelles contre lesquelles les bonnes intentions ne protégeaient pas. Amara est entrée seule, sans assistant et sans le dossier en cuir. Elle s'assit en face d'Elena et dit sans préambule « J'ai lu votre plainte, je voudrais vous parler en personne. » Elena acquiesça. Amara commença par dire « Je tiens à ce que vous sachiez que ce que vous avez documenté et le moment où vous l'avez fait ont leur importance. Vous avez créé un dossier officiel avant que quiconque ne vous le demande, et ce dossier explique en partie pourquoi la chronologie des preuves se présente ainsi. » Elle a marqué une pause. « J'ai également quelques questions à vous poser, si vous le souhaitez. Pas pour l'enquête, mais pour ma propre compréhension de ce que nous devons construire à l'avenir. » Elle demanda à Elena comment elle avait perçu le changement culturel progressif depuis sa position. Une subalterne sans autorité institutionnelle pour s'opposer à ce qui venait d'en haut. Elle demanda à Elena ce qu'elle avait compris concrètement des conséquences qu'aurait eu le fait de s'exprimer par les voies officielles. Elle demanda ce qui aurait dû exister concrètement sur le plan structurel pour qu'une personne dans la position d'Elena puisse s'exprimer plus tôt et être réellement entendue. Elena répondit honnêtement, y compris sur la partie difficile, à savoir qu'il n'y avait pas de voie fonctionnelle visible. Aucun système ne reliait les préoccupations d'un membre junior du personnel à une personne ayant à la fois l'autorité et la motivation sincère d'agir. De son point de vue, rien ne prouvait que le fait de soulever une préoccupation par les voies officielles permettrait d'atteindre quelqu'un qui n'avait pas déjà été façonné par le même environnement à l'origine de cette préoccupation. Amara écouta sans l'interrompre. Elle prit des notes dans son carnet. « Vous continuerez à exercer vos fonctions actuelles, dit-elle lorsque Elena eut terminé. Et le vide que vous avez décrit, le canal manquant, je veux que vous participiez à sa création, non pas comme un geste symbolique, mais avec une réelle autorité dans sa conception et une véritable responsabilité quant à son fonctionnement dans la pratique. » Elena la regarda attentivement. « Vous le pensez vraiment ?» dit-elle. C'était à mi-chemin entre une question et une affirmation,
comme si elle se demandait si elle pouvait y croire avant de s'engager dans sa réponse. Je le pense vraiment. Amara n'a pas ajouté de réserve. Quelque chose dans la poitrine d'Elena, qui était comprimée depuis le lundi de la semaine précédente, s'est légèrement détendu. Pas complètement, pas encore, mais suffisamment pour qu'elle ait l'impression que quelque chose de nouveau allait commencer, quelque chose qui pourrait être différent de ce qui s'était passé auparavant. Elle ne s'attendait pas à quitter la réunion avec autre chose qu'un sentiment de soulagement que ce soit terminé. Elle partit avec un sentiment plus proche de la détermination, un sentiment qu'elle n'avait pas associé à ce travail depuis très longtemps. Les conclusions de l'audit judiciaire sur la structure de rémunération personnelle de Richard arrivèrent mardi en fin d'après-midi. 3 ans de primes de performance liées spécifiquement à des indicateurs de valorisation de la marque. Une structure que Richard avait approuvée pour son propre rôle en coordination avec un sous-groupe du conseil d'administration qui n'avait pas soulevé d'objection car le langage utilisé était financier et l'incitation qu'il créait était invisible à moins de la rechercher sous un angle particulier. La structure était telle que les améliorations des revenus de la classe premium et des scores de visibilité de la marque premium se traduisaient par des pourcentages significatifs dans sa prime annuelle pendant 3 années consécutives. Légalement documenté, financièrement irréprochable en apparence, directement lié au même langage de formation et à la même dérive culturelle qui s'était infiltrée au cours de 4 années de pratiques opérationnelles dans le comportement quotidien du personnel. Richard n'avait rédigé aucun document de formation. Il n'avait donné aucune instruction directe à aucun membre du personnel navigant concernant un passager. Mais il avait mis en place une architecture de rémunération qui rendait rentable la définition de l'excellence dans une direction particulière. Il avait ensuite supervisé la mise en place d'un système de formation qui traduisait cette définition en comportement quotidien pour des milliers de membres du personnel. Il avait ensuite approuvé les documents d'éloge qui confirmaient à ses membres du personnel que leur comportement était tout à fait correct. Amara lut les conclusions et resta silencieuse. Elle ne perdit pas de temps à se mettre en colère. La colère avait son utilité et son moment, et ce n'était pas le cas ici. Elle passa son temps à évaluer honnêtement la distance entre son intention initiale et ce document. Non pas en termes de reproches, mais en termes de ce que le fait de construire quelque chose, puis de s'en éloigner pendant une longue période avait réellement permis. Elle avait cru que les valeurs étaient suffisamment solides pour perdurer sans elle. Elle s'était trompée à ce sujet d'une manière spécifique et instructive. Elle écrivit dans son carnet sans en détourner les yeux. La destitution officielle de Richard Calloway de son poste de PDG fut votée par le conseil d'administration mercredi après-midi, à 5 voix contre 2, le même résultat que vendredi, comme si la semaine avait été un long vote continu sur la même question, à laquelle on avait répondu 2 fois de la même manière. 2 heures plus tard, un membre de la sécurité du bâtiment l'accompagna de l'étage des cadres au hall d'entrée. Son assistant avait préparé un carton. Il le porta à travers le hall, passa devant le comptoir d'accueil incurvé où le logo Aurelius Air était apposé en argent brossé sur le mur d'accent, passa devant les portes d'entrée en verre qui s'ouvraient automatiquement et se seraient ouvertes pour n'importe qui, et sortit sur le trottoir où le vent de Chicago lui soufflait directement dessus sans aucune concession. Il se tenait sur le trottoir avec un carton. Il avait toujours imaginé, à un niveau inconscient, que perdre quelque chose d'aussi important serait à la mesure de son ampleur, dramatique, immense, un événement qui s'annoncerait avec le poids qu'il méritait. Au lieu de cela, il avait l'impression de se tenir sur un trottoir public avec une boîte sous le bras, tandis que la ville continuait de vivre autour de lui avec son indifférence caractéristique et totale à tout ce qui venait de se passer dans l'immeuble derrière lui. L'ampleur de ce qui s'était passé et le caractère ordinaire de ce qu'il ressentait étaient complètement disproportionnés. Et il resta un moment dans cette inadéquation, tenant sa boîte avant que le vent ne rende l'immobilité intenable. Une femme qui passait par là regarda brièvement la boîte, puis son visage, avant de continuer à marcher avec l'efficacité des gens qui ont un endroit où aller. Il se dirigea vers sa voiture. À l'étage, au 14e étage, Amara ne le regardait pas partir. Elle en était à la 3e section de la prochaine série de notes. L'architecture structurelle de la transition du leadership, le calendrier de l'examen indépendant, le cadre de gouvernance provisoire qui devait être opérationnel avant la fin de la semaine. Un appel avec le conseil indépendant dans 18 minutes. Un rendez-vous à 16 heures avec Sandra Okafor,
au sujet des responsabilités du conseil d'administration pendant la transition. Les commentaires des employés recueillis pendant le week-end, dont 12 pages attendaient encore d'être lus en entier. Le travail ne s'arrêtait pas aux fins, car ce n'était pas de cela qu'il s'agissait. Ce qui venait après les fins, voilà de quoi il s'agissait. Et ce qui venait après exigeait de passer à la page suivante, puis à la suivante, sans performance ni cérémonie, ni distraction due à l'insistance sur la forme dramatique des choses qui avaient déjà pris fin. Elle tourna la page. À l'extérieur, 14 étages plus bas, Chicago continuait à vivre avec son indifférence habituelle. La circulation, le vent et la lumière froide de l'hiver parcouraient les rues exactement comme avant que tout cela ne commence et exactement comme ils le feraient longtemps après. La conférence de presse était prévue pour le jeudi matin à 10 heures dans le hall principal du siège social d'Aurelius Air Chicago. Elle avait été annoncée 48 heures à l'avance, ce qui laissait suffisamment de temps aux médias pour organiser leur couverture, mais pas assez pour que les spéculations se transforment en récits. Amara avait délibérément choisi le hall et non la salle du conseil d'administration ou la salle de bal d'un hôtel avec un décor de marque. L'atrium où les employés passaient chaque jour pour se rendre à leur poste, où la vie professionnelle du bâtiment était visible à travers les parois vitrées au-dessus de leur tête. À 9h50, toutes les places étaient occupées. Les équipes de tournage s'alignaient contre le mur du fond, sur 3 rangées. Les journalistes se tenaient debout des 2 côtés. À l'étage, sur les balcons, les employés s'étaient rassemblés près de la balustrade. Le personnel au sol, les agents d'embarquement, les coordinateurs des opérations, les agents de bord, observaient d'en haut, dans le silence particulier de ceux qui ont entendu beaucoup de choses sur leur lieu de travail et attendent d'entendre quelque chose de vrai. Amara est entrée à 10h pile. Elle portait le même pull gris et le même jean que le matin du vol 74. Ce n'était pas une coïncidence et les personnes qui avaient vu la vidéo l'ont immédiatement reconnue. Un petit signe délibéré, sans théâtralité, juste honnête. Elle n'avait pas de notes. Elle s'est tenue debout à la tribune, a regardé la salle et a commencé sans préambule. « Je m'appelle Amara Bennett », a-t-elle dit. « Je suis la fondatrice et l'actionnaire majoritaire d'Aurelius Air. Il y a 2 semaines, j'ai été expulsé d'un de mes propres vols parce que je n'avais pas l'air d'être à ma place en première classe. » La salle était complètement silencieuse. « Je ne raconte pas cette histoire pour punir des individus », a-t-elle poursuivi. « Je la raconte parce que la culture ne se corrige pas d'elle-même en étant exposée une fois, puis ignorée. L'incident sur le vol 75 n'était pas une aberration. Notre propre audit interne a recensé 31 incidents similaires d'expulsion en 5 ans. 26 concernaient des passagers de couleur. Aucun ne concernait une erreur de billetterie vérifiée. Elle a fait une pause, laissant les chiffres faire leur effet dans la salle. Ce qui m'est arrivé était l'exemple le plus visible d'un phénomène qui se produisait de manière invisible depuis des années. Elle a regardé les caméras. C'est ce que je suis venu changer ici. Elle a présenté les réformes sans consulter ses notes. Un audit complet des communications de la direction est déjà en cours et ses conclusions seront rendues publiques. Un examen indépendant de la discrimination pour les 31 incidents d'expulsion documentés, avec une prise de contact directe avec les passagers concernés. Un recalibrage obligatoire de l'éthique à tous les niveaux de la direction et de la gestion. Un système transparent d'examen des billets, audité en externe et faisant l'objet de rapports publics trimestriels. Des programmes de rotation des cadres exigeant que les cadres supérieurs occupent à tour de rôle des postes opérationnels à tous les niveaux. Et un nouveau canal de signalement interne conçu avec Eleanor Reeves, a-t-elle déclaré en la nommant directement, qui permettrait de relayer les préoccupations du personnel de première ligne à un organisme de contrôle indépendant plutôt qu'à la direction à laquelle il pourrait être rattaché. Elle a répondu aux questions pendant 35 minutes. Elle a été directe et précise et n'a pas donné une seule réponse évasive, ce qui était si inhabituel dans le cadre d'une conférence de presse d'entreprise que plusieurs journalistes ont d'abord reformulé leurs questions, s'attendant à une réponse évasive qui n'est pas venue. Un journaliste assis près de l'avant a demandé s'il s'agissait d'une réponse calculée à la mauvaise presse, destinée à protéger la valeur des actions de la société. Amara l'a regardé fixement. L'audit a commencé il y a 8 mois, a-t-elle déclaré, avant la vidéo, avant la fluctuation du cours de l'action,
avant que quiconque en dehors de mon équipe juridique ne connaisse mon nom en relation avec cette entreprise. L'incident sur le Volkswagen Tankers a accéléré le calendrier, mais il ne l'a pas créé. Une brève pause. Je vous demanderai de rapporter cela avec exactitude. Le journaliste a pris note. Les employés sur les balcons supérieurs étaient restés immobiles pendant le discours et n'ont pas bougé immédiatement à la fin. Puis, lentement, quelqu'un a commencé à applaudir. Un agent d'embarquement près de la balustrade qui semblait presque surpris de se surprendre à le faire. Et cela s'est propagé le long des balcons, avec la lenteur propre aux réactions authentiques. Ce n'était pas une ovation coordonnée et orchestrée, mais plutôt une réaction individuelle, chacun décidant de manière indépendante. En bas, plusieurs journalistes étaient déjà en train de taper. Quelques-uns ne l'étaient pas. Amara remarqua que 2 d'entre eux avaient simplement posé leur téléphone sur leurs genoux et étaient assis avec le calme particulier de personnes venues assister à un événement d'entreprise et se retrouvant dans un endroit qui exigeait une attention légèrement différente. Elle en prit note comme elle prenait note de la plupart des choses, sans commentaire, sans réaction, la classant dans la partie de son esprit qui cataloguait la texture des situations pour une utilisation ultérieure. Daniel Brooks était assis au 3e rang pendant la conférence de presse. Il n'était pas tenu d'y assister. Il était devenu de son propre chef, arrivant tôt et prenant place sans se présenter, assistant à toute la conférence avec l'attention particulière d'un homme qui a des raisons de croire que quelque chose qu'il avait abandonné est encore possible. À la fin, il n'a pas approché Amara. Il est retourné à son rôle administratif pendant la période d'examen et a passé l'après-midi à examiner le nouveau module de formation à l'éthique rédigé par l'équipe du Conseil indépendant. Ce module était détaillé, précis et honnête quant au type de situation qu'il abordait, ce qui le distinguait de la formation sur la conformité qu'il avait suivie les années précédentes. Une formation qui avait toujours eu pour but de créer un dossier juridique plutôt que de changer les comportements réels. Il a lu le module 2 fois et a pris des notes dans les marges sur les passages qui pourraient être plus précis ou plus directs. Il a trouvé une section en particulier qui traitait d'un moment où un membre d'équipage reçoit une directive d'un supérieur qui, selon son propre jugement, est erronée. Le texte existant recommandait de consulter le manuel des politiques et de signaler les préoccupations par la voie appropriée. Daniel l'a rayé et a écrit dans la marge. C'est là que la décision est réellement prise. Le manuel des politiques n'est pas dans la pièce avec vous. Vous, oui. Il a réécrit la section en partant de ce principe. Il a envoyé l'ensemble de ses notes à l'équipe de formation avec une seule ligne. Ce sont des suggestions. Utilisez-les si elles vous semblent utiles. L'équipe de formation les a toutes utilisées. La déclaration personnelle de Victoria a été publiée vendredi après-midi sur son propre compte de réseau social plutôt que par un attaché de presse ou l'équipe de communication de l'entreprise. Elle comptait 3 paragraphes. Le mot « désolé » n'y apparaissait qu'une seule fois. C'était un choix délibéré qu'elle avait fait après avoir rédigé une version beaucoup plus longue, pleine d'excuses, qui, à la relecture, ressemblait davantage à une démonstration de remords qu'à un véritable compte rendu de ce qu'elle avait compris. Elle a plutôt déclaré avoir fait partie d'une culture qu'elle avait contribué à renforcer sans la remettre en question. Elle a admis avoir accepté la validation institutionnelle comme substitut à son jugement moral personnel. Elle a reconnu avoir tenu des propos sur la passerelle d'embarquement qu'aucune norme professionnelle ne pouvait justifier. Elle a ajouté qu'après plusieurs semaines de réflexion, sans l'isolation que procure l'approbation institutionnelle, elle comprenait désormais que l'environnement qu'elle avait normalisé était celui qu'elle avait contribué à construire par ses choix quotidiens et non quelque chose qui lui avait été imposé de l'extérieur. Comme Amara s'y attendait, cette réponse a divisé l'opinion publique. Certains ont trouvé la déclaration insuffisante, d'autres ont vu en elle le début d'une véritable prise de conscience et l'ont dit. Un groupe plus restreint s'est sérieusement penché sur le langage utilisé pour parler de la culture institutionnelle et de la complicité individuelle, ce qui a fait passer la conversation de l'incident spécifique à la question structurelle qui, selon Amara, était la plus utile à aborder. Victoria n'a répondu à aucune des réactions. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire. Ce qui s'était passé ensuite appartenait aux personnes qui avaient lu ses propos. Carter Wells a déposé une plainte pour diffamation le lundi suivant, citant 3 comptes de réseaux sociaux et 2 journalistes en ligne dont la couverture du document de présentation, selon lui, avait déformé les intentions de son entreprise et causé un préjudice financier mesurable.
Le dépôt de la plainte était une recommandation de son avocat, présentée comme une mesure défensive susceptible de supprimer toute nouvelle couverture médiatique en raison du coût implicite du litige. Carter avait donné son accord. Dans les 24 heures qui ont suivi la publication de la plainte, le texte intégral du document de présentation, qui était désormais versé au dossier public en tant que pièce à conviction, a été reproduit par 4 grands médias qui n'en avaient auparavant donné qu'un résumé. Le libellé spécifique du document concernant la protection de l'identité premium et la gestion du profil des passagers de la cabine avant était désormais accessible à toute personne disposant d'une connexion Internet de manière permanente et irréfutable dans le cadre d'une pièce à conviction d'un tribunal fédéral. L'avocat de Carter l'a appelé ce soir-là. Ils ont brièvement discuté. Carter n'a déposé aucune autre requête. Le vendredi de cette semaine-là, l'action Aurelius a clôturé à son plus haut niveau en 14 mois. Les notes des analystes citaient une gouvernance décisive, des réformes et une responsabilité exécutive transparente. Une note d'un analyste qui couvrait la compagnie aérienne depuis sa 2e année d'activité indiquait que la société semblait s'être souvenue de la raison pour laquelle elle avait été créée. Amara a lu la note à son bureau, le même bureau qu'elle avait financé et derrière lequel elle ne s'était jamais assise auparavant, l'a pliée une fois et l'a rangée dans le tiroir sans faire de commentaire. Puis elle a pris son ordinateur portable et son sac à dos, a pris l'ascenseur jusqu'à l'atrium, est sortie dans la soirée, a traversé la rue, a commandé un café à un stand et l'a bu debout, en regardant le bâtiment de l'extérieur, comme elle l'avait fait pendant 12 ans, d'une distance qui n'avait jamais été aussi grande qu'elle ne le paraissait. Le vendredi soir, elle a pris un vol Aurelius Air Flight à destination de New York. Elle n'avait dit à personne à la compagnie aérienne qu'elle serait à bord. Elle a réservé son siège via le portail standard sous son propre nom, est arrivée seule à la porte d'embarquement avec son sac à dos en cuir et son pull gris, et est montée à bord lorsque son groupe a été appelé. Elle s'est installée dans son siège et a observé comment le personnel de cabine se déplaçait pendant le processus d'embarquement. Comment ils saluaient les passagers, si la qualité de l'attention était uniforme dans toute la cabine ou si elle variait de manière subtile, ce qu'elle avait appris à remarquer au fil des années en prêtant attention à des détails que la plupart des gens ne remarquaient pas. Ce qu'elle a vu n'était pas parfait. Aucune culture ne se corrige en 2 semaines. Mais ce qu'elle a vu était différent du matin du vol 74, et la différence n'était pas superficielle. Elle résidait dans la cohérence des salutations, dans le contact visuel qui ne vacillait pas lorsqu'il se posait sur un passager différent du précédent, dans le petit moment de patience accordé à un passager qui se déplaçait lentement, offert sans qu'il ne le demande. De petites choses, elle les nota comme elle notait toujours les choses, discrètement, sans annoncer son observation. Une passagère s'installa dans le siège à côté d'elle, rangea son sac, s'assit et jeta un coup d'œil avec la chaleur naturelle de quelqu'un qui pense simplement ce qu'il dit. « C'est un superbe pull, dit à la femme. « Merci, répondit Amara. Pas de second regard. Pas d'aide. » La femme ouvrit son livre et l'avion commença à reculer, les lumières de Chicago s'étendant sous eux à mesure qu'ils prenaient de l'altitude. Le quadrillage de la ville se transformait à cette hauteur en quelque chose qui, vu d'en haut, ressemblait à un système ordonné, chaque partie occupant sa place par rapport à toutes les autres. La nouvelle déclaration de mission fut dévoilée lors de l'Assemblée générale du personnel en février, près de 4 mois après le matin du vol 74. Cela avait pris autant de temps parce qu'Amara avait refusé de précipiter les choses. Elle avait rejeté 2 versions préliminaires. La première parce qu'elle ressemblait à un texte marketing, la deuxième parce qu'elle avait été rédigée presque entièrement par l'équipe de communication et qu'elle utilisait un langage lisse et gérable, conçu pour mettre en avant une valeur plutôt que pour la décrire. Elle les a renvoyées toutes les 2 avec la même note. Cela devrait ressembler à ce que disent les personnes qui travaillent ici, car ce sont elles qui auraient dû le rédiger. La troisième version est le fruit de 6 semaines de séances de travail entre 12 groupes d'employés, animés par un consultant externe qui avait reçu une seule consigne. Laissez les gens dire ce qu'ils pensent réellement. Les sessions ont donné lieu à des discussions, des révisions et des désaccords, pour aboutir finalement à un document dont personne ne pouvait revendiquer la paternité et que presque tous ceux qui le lisaient reconnaissaient comme contenant quelque chose qu'ils avaient contribué. La déclaration comptait 43 mots. Aurelius R existe pour transporter les gens avec dignité. Chaque siège,
chaque porte d'embarquement, chaque altitude. Nous construisons cette norme au quotidien, non pas dans la façon dont nous nous décrivons, mais dans ce que nous faisons lorsque personne ne nous demande de le prouver. Amara se tenait devant l'Assemblée et lut le texte à haute voix, sans ajout. Puis elle s'assit. Les applaudissements montèrent lentement, comme lorsque les gens réagissent à quelque chose qui a vraiment du sens, et ils durèrent longtemps. Le programme de voyage fantôme fut lancé en mars. Tous les cadres supérieurs et chefs de service devaient prendre 2 vols Aurelius Air par trimestre dans différentes classes de sièges, sous leur propre nom, et sans en informer leur personnel. Les registres étaient tenus par le bureau de supervision d'Elena et examinés chaque trimestre. Si un cadre soumettait un rapport décrivant le service comme excellent dans tous les domaines, l'équipe d'Elena le comparait aux commentaires anonymes du personnel pour la même période de vol. Les divergences étaient signalées et discutées directement. Au cours du premier trimestre, plusieurs cadres ont découvert que l'expérience de la compagnie aérienne était très différente, selon la place occupée dans l'avion. 2 d'entre eux ont rédigé des notes internes sincères sur ce qu'ils avaient observé. L'un d'eux a soumis un rapport élogieux et a été convoqué à une réunion avec l'équipe d'Elena, où les données croisées ont été présentées devant lui. Il a réécrit son rapport. Daniel Brooks a repris ses fonctions de pilote en mars après avoir suivi un programme de recyclage en leadership et passé un examen officiel devant le conseil d'administration qui a pris en compte son témoignage volontaire. Sa coopération tout au long de l'enquête et l'évaluation de son travail sur le programme d'éthique par le service de formation ont été prises en compte. Sa réintégration était assortie de conditions. Des examens trimestriels d'éthique pendant 2 ans, un engagement de mentorat auprès des pilotes juniors et l'obligation permanente de s'exprimer honnêtement dans tout forum interne où la culture de l'entreprise était évaluée. Il avait accepté toutes ces conditions avant qu'elles ne soient officiellement exigées. Lors de son premier vol après son retour, il a parcouru la cabine avant le départ, comme le font les commandants de bord, vérifiant l'équipage, confirmant la configuration, effectuant le travail visible de préparation. Il s'est arrêté brièvement à chaque rangée et a établi un bref contact visuel sincère avec chaque passager. Non pas pour les évaluer ou les juger, mais simplement pour les regarder comme on regarde quelqu'un quand on a décidé qu'il valait la peine d'être regardé. C'était un petit geste. Il savait que c'était un petit geste. Il l'a fait quand même et il a continué à le faire à chaque vol par la suite. Le bureau de surveillance d'Elena Reeves est devenu opérationnel en avril. Il s'agit d'une équipe de 4 personnes qui rend compte directement au sous-comité d'éthique du conseil d'administration et non à la direction, ni aux ressources humaines, ni à aucun autre niveau de l'organisation soumis à des pressions hiérarchiques. Le personnel pouvait soumettre ses préoccupations via un portail crypté, par téléphone, par l'intermédiaire d'un coordinateur tiers ou en personne dans l'un des 12 bureaux d'accueil établis dans les principaux hubs d'Aurelius Air. Au cours des 3 premiers mois, le bureau a reçu 47 soumissions. 31 concernaient la qualité du service, 9 concernaient le lieu de travail, 5 concernaient des violations potentielles de la politique qui ont été transmises pour examen. 2 concernaient des éléments qu'Elena n'avait pas anticipés. Il ne s'agissait pas du tout de plaintes, mais de suggestions du personnel de première ligne concernant des améliorations opérationnelles qui n'avaient auparavant aucun moyen d'être transmises. Après examen, ces suggestions se sont avérées être des idées véritablement utiles qui ont été mises en œuvre. Elena a lu personnellement chaque soumission au cours du premier trimestre et a rédigé une brève réponse individuelle à chacune d'entre elles. Son coordinateur a fait remarquer que cette approche ne serait pas efficace à mesure que le volume augmenterait. Elena a déclaré qu'elle comprenait cette préoccupation, mais qu'elle continuait malgré tout, car l'intérêt de ce canal était que quelqu'un écoute réellement et elle avait l'intention de le démontrer par son attention personnelle plutôt que de simplement l'assigner à un processus. Au cours des premiers mois, elle s'est également efforcée de parcourir les terminaux pendant ses propres vols, non pas pour inspecter, mais simplement pour être présente, comme doit l'être toute personne ayant une véritable responsabilité dans un système. Elle a acheté du café au comptoir d'embarquement. Elle a posé des questions au personnel au sol sur leurs horaires de travail. Elle a parlé aux agents d'embarquement, comme on parle à des agents d'embarquement lorsqu'on cherche à comprendre un métier, plutôt qu'à évaluer la personne qui l'exerce. La plupart d'entre eux n'avaient jamais été interrogés de la sorte par quelqu'un qui pouvait réellement changer les choses en fonction de leurs réponses.
Aurelius Air a également annoncé une initiative de bourse d'études en partenariat avec 3 centres de formation aéronautique, finançant l'intégralité des frais de scolarité des étudiants issus de milieux défavorisés qui souhaitent obtenir une licence de pilote commercial, une certification en maintenance aéronautique ou une qualification de contrôleur aérien. Cette initiative n'a pas reçu de nom particulier. Elle a été décrite dans une note interne comme un simple retour à ce que nous aurions dû faire depuis le début. Victoria Hale n'est pas revenue à l'aviation. Elle avait suivi tout le processus d'entretien de responsabilisation et les séances de restauration exigées par Amara avant toute décision finale. Ces séances ont été difficiles, comme le sont souvent les examens honnêtes de sa propre complicité. Non pas parce que les questions étaient injustes, mais parce que les réponses honnêtes lui venaient sous des formes auxquelles elle n'était pas préparée et qu'elle ne pouvait pas détourner vers quelque chose de plus confortable. Elle a trouvé un emploi dans la gestion hôtelière au sein d'un groupe hôtelier à Atlanta. Lors de l'entretien, elle a raconté à son nouvel employeur une version de ce qui s'était passé. Honnête, sans embellissement intéressé, sans s'appesantir dessus, mais sans le cacher non plus. Son nouvel employeur l'avait embauchée parce que son honnêteté, sans drame ni excuse, suggérait qu'elle comprenait suffisamment clairement son propre passé pour être moins susceptible de le répéter. Elle n'était pas une personne transformée, comme l'exigent parfois les récits. C'était une personne qui s'efforçait chaque jour d'être un peu meilleure qu'elle ne l'avait été, en prêtant davantage attention à l'environnement dont elle faisait partie et à ce qu'elle y apportait, ce qui, comme Amara l'aurait dit si on le lui avait demandé, était exactement le bon endroit pour quelqu'un comme Victoria. Ni détruite, ni absurde, mais responsable et persévérante. Richard Calloway refit surface 8 mois après son départ. Il fut présenté comme consultant stratégique pour une start-up aérienne boutique dans le nord-ouest du Pacifique, se positionnant comme une compagnie aérienne de luxe haut de gamme, ciblant les voyageurs fortunés. L'annonce décrivait sa vaste expérience dans la création de marques aériennes haut de gamme, sans mentionner le nom d'Aurelius Air. La start-up a mené un programme pilote pendant 6 mois. Les avis étaient mitigés. Le positionnement de la marque attirait d'un marché restreint, mais avait du mal à justifier ses coûts. Une enquête anonyme menée auprès des employés au premier trimestre, qui a été publiée dans une newsletter du secteur du voyage, décrivait un environnement culturel avec une architecture spécifique et familière. La start-up a réorienté son positionnement au bout de 8 mois et a remplacé son équipe de direction initiale. Richard ne faisait pas partie de la nouvelle structure. Amara est revenue à O'Hare un mardi matin de mai, 6 mois après le matin du vol 75. Elle s'est rendue au terminal D, porte D19. Elle est arrivée 1 heure avant le départ prévu et s'est assise dans la même rangée de sièges où elle s'était assise tôt le matin, avec le même sac à dos en cuir, le même pull gris et un café noir acheté au même stand près de la porte d'embarquement. Elle ne s'est pas présentée au personnel de la porte d'embarquement. Elle s'est assise et a observé. Elle a observé le personnel au comptoir et la façon dont il répondait aux questions des passagers, avec ou sans patience. Elle a observé le processus d'embarquement, le rythme auquel la porte se remplissait et la façon dont les gens étaient accueillis à leur arrivée. Elle a observé un agent de porte de l'autre côté du hall passer plusieurs minutes sans se presser à aider un passager âgé à résoudre un problème d'embarquement. Non pas parce qu'un superviseur le surveillait, non pas parce qu'une performance était requise, mais simplement parce que le passager avait besoin d'aide et que l'agent avait choisi de la lui apporter pleinement plutôt que partiellement. Amara était venue ici en partie pour confirmer quelque chose et en partie simplement pour s'asseoir à l'endroit où cela s'était produit et voir ce qu'elle ressentait maintenant. Elle ressentait quelque chose de différent, quelque chose d'inachevé. Elle était trop prudente pour considérer comme terminé quelque chose qui était encore en cours, mais différent d'une manière réelle et mesurable si l'on savait où chercher. La qualité de l'attention au comptoir. La façon dont l'agent n'avait pas visiblement calculé si le passager âgé méritait ce temps supplémentaire. De petits ajustements qui, pris individuellement, ne signifiaient pas grand-chose, mais qui, pris ensemble, signifiaient tout. Parce que la culture avait toujours fonctionné ainsi, non pas dans les déclarations, mais dans les 10 000 choix quotidiens qui maintenaient une norme ou la laissaient tranquillement s'évanouir. Un enfant passa en courant et s'assit 2 sièges plus loin, et sa mère s'excusa à quelques mètres de là. Amara répondit que ce n'était pas grave, ce qui était vrai, où son vol était annoncé.
Elle se leva, passa son sac à dos sur une épaule et se dirigea vers la porte d'embarquement. Elle tendit sa carte d'embarquement. Le lecteur émit un bip vert. L'agent à la porte d'embarquement lui dit « Bon vol » et a noté l'heure avec le calme et la simplicité de quelqu'un qui fait son travail. Elle a répondu « Merci » et a emprunté la passerelle, le même couloir étroit qu'elle avait emprunté 6 mois plus tôt, mais dans la direction opposée. Elle a trouvé son siège en première classe côté hublot, s'installa et regarda par le hublot le tarmac. La matinée était claire et calme. Le personnel au sol s'affairait avec l'efficacité tranquille de ceux qui connaissent leur travail sans avoir besoin d'être surveillés. L'avion recula. Il roula, prit de la vitesse et quitta le sol, libérant son emprise à ce moment précis où le poids de tout s'allège et où la ville en dessous devient brièvement abstraite. Les bâtiments étaient poussés, les routes de minces fils, toute la structure dense et complexe de l'endroit se dissolvant à altitude et ressemblait, vu d'en haut, à un ensemble construit pour fonctionner de manière harmonieuse. Amara s'est appuyée contre la fenêtre et a regardé tout cela. Elle ne se sentait pas triomphante. Le triomphe aurait été un sentiment inapproprié, car ce qui s'était passé n'était pas une victoire au sens habituel du terme. C'était une correction, longue, difficile, encore incomplète et susceptible de nécessiter une attention soutenue pendant des années. Les 26 personnes qui avaient été retirées des cabines de première classe avant elle, chacune avec un nom, une destination, une carte d'embarquement valide et une histoire qu'elle ne connaîtrait jamais entièrement, n'étaient pas justifiées par ce qu'elle avait construit en réponse. Elles ne pouvaient pas être pleinement justifiées. Ce qu'elle avait construit était au mieux la raison pour laquelle il était devenu plus difficile pour la personne suivante d'être traitée de la même manière. Plus difficile, mais pas impossible. Il y avait toujours plus de travail à faire après celui que vous aviez terminé. Ce n'était pas rien. Elle avait décidé depuis longtemps que pas rien était une raison suffisante pour continuer. Le passager assis dans le siège côté couloir, un homme âgé aux cheveux gris, avec l'aisance confortable et sereine de quelqu'un qui avait pris de nombreux vols et trouvait encore une vue digne d'intérêt, regardait par la fenêtre au-delà d'elle. « Il y a quelque chose dans le fait de regarder d'en haut, dit-il doucement. Pas tout à fait à elle, pas tout à fait à lui-même. »« Oui, » répondit Amarus. Il acquiesça, satisfait, et se replongea tranquillement dans son livre. Sous eux, la dernière bordure de Chicago se fondait dans la campagne. La terre s'étendait à perte de vue, plate et continue, et l'avion se déplaçait dans les airs avec la certitude imperturbable sans hâte, avec la certitude de quelque chose construit précisément pour cela, pour transporter des gens d'un endroit à un autre à travers un espace aérien qui n'appartenait à personne et qui était donc accessible à tous, à toutes les altitudes, sans condition. Elle ouvrit lentement son carnet sur une page blanche. Elle prit son stylo et commença à écrire. S'ils avaient su qui elle était vraiment, l'auraient-ils traité différemment? Ou cela en dit-il long sur qui ils sont? Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Nous racontons des histoires qui ne vous laissent pas indifférents.